je vous salue avec beaucoup de respect et je m'appelle toujours Gabriel Meta, je suis toujours journaliste et enseignant à Aix-Marseille Université. Et j'ai beaucoup de bonheur à partager ce moment avec vous, même si j'ai le sentiment comme vous que ce bonheur est fragile, tant la situation sanitaire est compliquée et semble se tendre encore une fois. Donc on va profiter de ce bonheur pendant qu'il est encore là et on va évidemment essayer de respecter les gestes barrières. Pour ma part, je suis exempté de masque parce que je vais rester ici et je ne vais pas en bouger. Et puis parce que ça risque de macérer à force de parler dans le masque. Donc pardon pour cette imprudence apparente, mais elle est à peu près réfléchie. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème important, puisque essentiellement on va parler, mais pas que, mais on va parler de rénovation énergétique de la copropriété. Et la question qu'on s'est posée, c'est, vous savez ce que nous disait Jean Jaurès, comment aller vers l'idéal en passant par le réel. L'idéal, ce sont des copropriétés parfaitement isolées, peu émettrices en gaz à effet de serre, où on est confortablement installé et où on dépense peu pour se chauffer ou se refroidir. Ça, c'est l'idéal. Le réel, c'est les finances. Comment on fait pour financer tout ça ? Comment techniquement c'est possible et quelles sont les incitations, les accompagnements qui sont prévus par des dispositifs gouvernementaux ou tout simplement des accompagnements en termes de conseils, pourquoi pas par vos syndics de copropriété de l'UNIS, mais pourquoi pas par d'autres acteurs de la copropriété ou du monde du bâtiment qui sont, vous le verrez, présents à nos côtés aujourd'hui. Donc, premier dossier, la rénovation du possible pour les copropriétés, rénovation énergétique, avec une parenthèse importante, puisque quand on parle de rénovation énergétique, on parle aussi évidemment d'approche environnementale au sens large. Et dans cette approche environnementale, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités. C'est un terme un peu bizarre. Moi, je parle de transport, c'est quand même plus simple, mais on parle aujourd'hui de mobilité. Et mobilité électrique, évidemment, avec la question de recharger nos véhicules. Et qui dit recharger les véhicules parle évidemment d'installation de bornes électriques dans les copropriétés. Vous verrez qu'il y a des problématiques à la fois réglementaires, mais aussi techniques, mais qu'il y a, comme d'habitude, des solutions qui s'offrent à vous. Donc ça sera le deuxième sujet. Puis, on aura, comme on le fait chaque fois, ce qu'on appelle entre nous les brèves de la copropriété. Il ne vous a pas échappé que le législateur faisait démonstration de toute sa capacité à imaginer des lois, des règlements, des décrets, que sais-je encore chaque année. Et donc, on va en décrypter quelques-uns. Et puis, on terminera sur un sujet sensible, puisqu'on va parler d'Airbnb. On va se dire, mais comment Airbnb peut être capable de vivre correctement sa vie dans des copropriétés qui, elles, parallèlement, seraient respectées par celles et ceux qui font ce type de tourisme de court séjour. Donc, et pour ça, on aura la chance d'avoir la présence de l'adjoint au logement de Marseille, Patrick Amico, qui doit nous rejoindre vers 16h. Vous avez normalement scanné le QR code pour pouvoir échanger avec nous quand vous le souhaitez, puis on va vous poser quelques questions. Et puis, une précision d'ordre pratique, mais ce n'est pas un détail. Un ticket vous a été remis à l'entrée du Palais des Congrès, et ce ticket vous permet de participer à un tirage au sort qui aura lieu à 17h sur le stand de l'UNIS. Alors c'est assez intéressant parce que le numéro tiré, si vous êtes présent, évidemment, aura droit à un cadeau d'une valeur de 500 euros, et séjournera pendant un mois dans la résidence secondaire du président de l'UNIS Marseille. Pour information, il y a 3 cadeaux de 500 euros qui seront distribués tout à l'heure à 17h, donc soyez bien présents. Voilà pour le cadre général. Encore une fois, que du bonheur d'être avec vous et que du bonheur surtout d'accueillir quelqu'un qui remplace au pied levé son successeur. Parce que figurez-vous que le président de l'UNIS Marseille, Nicolas Rastit, est souffrant. Il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et c'est son prédécesseur, Jean Berthoz, que vous connaissez bien, que vous allez accueillir en faisant beaucoup de bruit. Jean Berthoz. Bonjour à tous. Est-ce que vous
Non, c'est parti. Voilà, bonjour à tous. Bon, oui, et oui, je relève au pied levé Nicolas qui malheureusement ne peut pas être là, qui a travaillé énormément pour l'organisation de cette journée et m'a demandé de le remplacer parce que pour dire un mot et pour dire le mot que je vais vous lire, donc je vais essayer d'interpréter au mieux la prose qu'il a rédigée à votre rencontre pour faire état de l'activité et tout le travail que nous faisons pour vous. Bonjour à tous. Bienvenue à la grande journée de la copropriété de l'UNIS. Voilà presque 30 mois qu'on ne s'était pas vu dans ce contexte. 2 éditions mises entre parenthèses, c'est une éternité. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on apprécie, on déguste, on savoure, et de vous à moi, on croise les doigts pour que ça continue. Je veux donc d'abord vous remercier d'être présents aujourd'hui. Remercier les personnalités qui ont accepté de partager nos travaux. Je pense notamment à Patrick Amico, l'adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. On a beaucoup de questions à lui poser, vous et nous. Et on attend aussi, avec beaucoup d'impatience, son analyse sur le Airbnb notamment. Vous connaissez la vocation de cette journée de la copropriété, c'est de partager l'information sur la copropriété. Je devrais plutôt dire la masse d'informations, parce que vous constatez, comme moi, que visiblement la copro inspire beaucoup les législateurs. On se demande même si ça n'est pas leur obsession. On a eu la loi Allure, maintenant on a la loi Elan, il y a eu parfois des décrets, et quelquefois il n'y en a pas eu. Bref, il faut qu'on soit, vous, les conseils syndicaux et les membres de la copropriété, et nous, les syndics professionnels, au même niveau d'information. Qu'on parle le même langage pour être toujours plus efficace dans la gestion de votre résidence. La deuxième vocation, c'est d'ouvrir la porte de la copropriété pour aller voir ce qui, dans la ville et dans la métropole, nous concerne, nous impacte et doit être pris en compte dans notre quotidien. C'est pour ça qu'on invite, et qu'ils acceptent, à notre plus grand plaisir, les élus de notre territoire. Du même jour, le thème du jour est absolument essentiel. C'est la rénovation énergétique des bâtiments. Le gouvernement a décidé d'accélérer cette rénovation. Des décisions ont été prises. Un diagnostic de performance énergétique, nouvelle formule, a été imaginé. Des aides financières ont été mises en place. Comment fonctionne ce DPE? Qui le réalise? Dans quelles conditions? Et à quel prix? Quelles sont les conséquences liées à un DPE qui se conclut par une lettre F ou G? La rénovation énergétique est une absolue nécessité. La COP26, qui a accouché d'une souris, a eu au moins le mérite de pointer l'extrême urgence qu'il y avait à réagir et à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Nos bâtiments font partie des plus gros émetteurs. Donc, on n'a pas vraiment le choix, sauf que cette rénovation a un coût qui est loin d'être moindre, d'être anodin. Comment le financer? On en parlera. D'autres thèmes liés à la vie en copropriété seront abordés par des membres de l'UNIS. On s'appuiera sur l'expertise de Maître Naudin, qui portera sur nos travaux le regard d'un avocat. Un regard précieux quand on connaît la complexité de certains textes et la judiciarisation de plus en plus importante de notre société en général et de l'univers de la copropriété en particulier. Un point important pour cette journée. Sont présents plus de 80 entreprises qui sont vos partenaires, qui font partie des acteurs nécessaires au bon fonctionnement de votre immeuble. Sans eux, la copropriété ne pourrait être entretenue. Je vous invite à les rencontrer dans les stands pour leur faire part de vos questions, de vos interrogations. Ils ne sont pas là que pour vous donner des stylos et des clés USB, même s'ils sont bien équipés et ils ont des cadeaux à vous donner, mais ils sont là pour vous accompagner et vous aider à prendre la meilleure décision dans laquelle nous vous accompagnerons. Voilà. Le plaisir de se voir, la volonté d'échanger, la culture du débat et la conviction chevillée au corps selon laquelle une copro bien gérée est une copro où le couple conseil syndical, syndic professionnel travaille
en confiance. Le décor est planté, le menu est chargé. Je vous souhaite un bon après-midi de partage. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Allez, Zou, puisque le décor est planté et que le programme a été précisé, on va pouvoir débuter. Et on va accueillir, pour évoquer cette rénovation énergétique des bâtiments, Stéphane Prougeot, Isabelle Fichard, Dominique Dameau, Michael Théron, Anna Benchaban, Patrick Durand et Benjamin Naudin. Ah, il manque une chaise. Installez-vous, je vous en prie. On va laisser les hommes quand même faire preuve de cette élégance qui les caractérise. Regardez. Bien, il nous manque une chaise donc. Alors, je les présente assez rapidement. Stéphane Prougeot est vice-président de la FIDI, la Fédération des diagnostiqueurs. Isabelle Fichard représente la métropole Aix-Marseille-Provence. Dominique Dameau est conseiller en rénovation énergétique à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie. Michael Théron représente ACO, qui est un bureau d'études énergétiques et thermiques. Son regard va être précieux. Anna est ici, elle représente l'ADIL. Patrick Durand est le très respecté président de la commission copropriété de l'UNIS. Et maître Benjamin Naudin, on en a parlé, accompagne l'UNIS depuis pas mal d'années dans ce volet juridique si complexe. Et il va essayer de nous éclairer, dès qu'il le souhaitera, sur les sujets que nous allons évoquer. Alors, on vous a fait télécharger sur votre portable le QR code. Si vous acceptez l'idée de vous emparer de ce téléphone portable et de répondre tout simplement à la question suivante, quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit rénovation énergétique? Alors, essayez de prendre vos portables et de répondre, parce que vous allez voir, les mots vont s'afficher au fur et à mesure que vous allez les taper. Je répète la question, quel mot vous vient à l'esprit quand on vous dit rénovation énergétique de votre copropriété? Vous tapez avec vos petits doigts musclés la réponse « Oui, madame ». Quelle horreur! Vous n'avez pas téléchargé. Mais c'est pas vrai. Mais comment va-t-on faire? Alors on y va, regardez. Si tu ne viens pas au QR code, le QR code viendra à toi. Et essayez donc de répondre à cette question. Économie, travaux d'isolation, avenir, environnement, DPE, efficacité, continuez, et vous allez voir que les mots vont plus ou moins grossir en fonction du nombre de fois où ils ont été rédigés par vous, tout simplement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de mots qui se détachent, mais ça veut dire que vous ne tapotez pas. Et je vois des jeunes au 6e rang qui ne font rien avec leurs doigts, et je me dis, ils sont déjà vieux. La vérité d'un jeune, c'est souvent ce qu'il cache, une vieillesse intérieure. Alors que je vois des tempes grisonnantes qui ont tapoté. C'est le monde à l'envers. Je vois même des gens de l'UNIS qui ne tapotent pas. Pas très sérieux de votre part. Bien, pour l'instant, c'est économie qui domine. Essayez d'être un tout petit peu plus participatif, ça sera quand même un peu plus sympathique pour nous. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Patrick, il est ici. Vous avez un micro peut-être? Oui. Le sujet de la rénovation énergétique est d'abord très clairement un sujet important pour l'UNIS. Expliquez-nous. Effectivement, c'est un sujet essentiel pour l'UNIS, qui est très engagé sur ce sujet, cet enjeu de la rénovation énergétique de l'habitat et de nos bâtiments. Pour preuve, au plan national, déjà, il y a un premier engagement qui a été pris le 11 mars dernier avec notre ministre du Logement, Madame Vargon, et d'autres d'ailleurs chambres syndicales. Un engagement qui est simple, en fait, c'est d'accompagner 50 000 copropriétés. Pour information, en France, vous avez à peu près 740 000 copropriétés. Donc c'est un accompagnement de 7% du parc, accompagnement sur cette thématique, et qui vise en fait à, d'ici 3 ans, d'une part cibler les copropriétés les plus énergivores. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire voter le début des missions, les études et les travaux qui vont permettre en fait à cette rénovation énergétique. Sur Marseille, aujourd'hui, et sur la métropole, on a
On a 28 000 copropriétés sur la métropole, 20 000 à peu près sur Marseille. Les adhérents de l'UNIS gèrent 12 500 copros. Donc aujourd'hui, il y a également sur notre région et notre territoire un enjeu majeur Justement, est-ce d'accompagner qu'on ces est copros. capable d'évaluer les besoins en termes de rénovation énergétique sur le parc? Qui est concerné? Est-ce qu'on a des ordres d'idées? Alors c'est vrai qu'il y aura un travail précis pour cibler les copropriétés énergivores, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que plus on est dans l'ancien, plus la passoire thermique est reconnue. Vous avez plus de 50% en fait des copros qui datent d'avant 1960. Vous avez seulement 15% des copropriétés qui ont été construites en fait après la RT 2012, donc après 2013. Donc ils sont moins concernés par cette problématique ou pas concernés. Et vous avez énormément de copropriétés, on le sait tous sur Marseille, qui ont été construites après-guerre et sur 3 décennies, dans les années 50, 60 et 70, où il y a un véritable enjeu sur cette thématique. Est-ce que vous partagez ce constat? Je pense notamment à vous, à la DIL, et à vous, à l'ALEC. Est-ce que ces besoins-là, on les estime dans ces ordres d'idées? Est-ce vous avez des données à nous fournir ou pas? Non, pas spécialement. Je vois votre enthousiasme à travers votre masque. Estimer le nombre de travaux qu'il faut effectuer, l'enveloppe, non. Mais par contre, effectivement, ça devient une urgence parce que il est urgent d'améliorer la performance énergétique des bâtiments parce que il faut absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que les immeubles, le résidentiel a été, on va dire, pointé du doigt et a été effectivement, j'allais dire, pas tenu responsable, hein, mais c'est l'un des secteurs qu'il faut améliorer, justement, pour réduire... Voilà, sans compter que le bâtiment, évidemment, est, sur cette terre, l'un des émetteurs les plus importants de gaz à effet de serre. Très rapidement, oui, une réflexion? Oui, ce qu'on peut noter aussi, c'est les copropriétés qui ont été construites avant les années 90 consomment 4 fois plus, donc ce qui est payé sur les charges de chauffage, qu'une copropriété qui est construite à partir de 2013. Donc c'est très important parce que ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui de chauffer les copropriétés anciennes sur lesquelles il y a beaucoup de déperditions. Et on voit que le prix de l'énergie a une fâcheuse tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Donc on voit bien les enjeux, on voit bien le rôle moteur que l'UNIS veut jouer dans ce domaine. La question, lorsqu'on veut rénover une copropriété, elle démarre toujours par l'essentiel, c'est-à-dire un constat de départ. Il faut donc dresser le diagnostic de cette copropriété. Et Stéphane Prouzeau, vous allez nous dire que désormais, la loi nous dirige vers un nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Alors, il y a un DPE individuel pour le lot, pour le logement, pour l'appartement, on va dire ça, et puis un diagnostic de performance énergétique collectif pour la copropriété. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Diagnostic de performance énergétique pour l'appartement. Pourquoi est-ce qu'il est nouveau et en quoi il est nouveau? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de poser votre micro sur votre menton et ne pas le tenir comme Johnny Hallyday comme ça sert strictement oui, à rien. pourtant, c'était un vieux rêve. Eh oui. Eh oui. Et donc, il y a effectivement un nouveau diagnostic de performance énergétique depuis le 1er juillet de cette année. Ce nouveau diagnostic de performance énergétique, il a plusieurs nouveautés. La première, c'est que l'ensemble des DPE réalisés se font sur la même méthode. Préalablement, il y avait une possibilité, suivant la typologie du bien et l'âge du bien, de réaliser ce DPE suivant les factures de consommation de l'occupant. Mais on voit bien que les factures d'occupation de l'occupant ne permettent pas de mesurer plusieurs biens immobiliers et que ces factures-là sont plus proches de l'utilisation de l'occupant, de la façon dont il occupe le bien, que des performances énergétiques du bien immobilier. Sans compter que bien souvent, cet occupant ne les fournissait pas, ces factures. Auquel cas, on avait ce qu'on appelle un DPE vierge, et excusez-moi, c'était une fumisterie, ce DPE vierge. Et donc, les pouvoirs publics ont dit, à partir du 1er juillet 2021, pour un diagnostic, un DPE au lot, on le fait suivant la performance énergétique du bâtiment et des équipements de chauffage. Alors, ce DPE nouvelle version,
vous dites qu'il est plus fiable et qu'il est opposable. Alors expliquez-nous en quoi il est plus fiable, sans entrer dans le détail du détail, quelles sont les modalités que vous utilisez pour l'évaluer. Alors, plus fiable, si on le fait simplement, il y a davantage de points de contrôle. Et puis, par rapport à l'ancienne méthode, on a entré davantage d'éléments techniques pour permettre d'être plus précis sur le DPE. Donc vous vous déplacez et vous mesurez un certain nombre d'éléments. Voilà, je me déplace, je constate, je mesure et j'indique l'ensemble des données. Alors ça peut être des données, par exemple, l'année du bien, et vous savez qu'à partir de 1974, il y a un certain nombre de réglementations thermiques qui nous donnent les performances énergétiques d'un certain nombre d'éléments. Sur tout ce qui est performance des équipements de chauffage, nous reprenons les performances de ces équipements dans le DPE, et puis nous sortons un DPE avec 2 notes. Une note sur la performance énergétique et une note sur l'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que vous mesurez désormais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors on les a toujours mesurées, même dans le premier. La grande nouveauté, c'est que le DPE va prendre la pire des 2 notes comme note finale. Et quand nous allons parler tout à l'heure d'interdiction de louer à partir de 2025 pour les lettres G, cette lettre G peut être soit la performance énergétique, soit l'émission de gaz à effet de serre. Donc vous êtes en train de nous dire qu'à l'issue de ce DPE, nouvelle formule, beaucoup plus fiable car plus complet, plus crédible, vous allez accorder une note à l'appartement. Cette note, ça va être de A à G. S'il est G ou s'il est F, alors le propriétaire, s'il en a envie, ne pourra plus le louer, c'est ça? À partir de 2025, si l'appartement est G, et à partir de 2028, si l'appartement est F, et à partir de 2034, si l'appartement est E. Donc, même si aujourd'hui on n'a pas ce projet de mettre en location l'appartement qu'on habite, on a quand même dans l'idée et dans l'esprit qu'il va falloir le réaliser et puis après se mettre en conformité, sinon le risque de ne plus pouvoir louer est bien présent. Est-ce que ce DPE sera obligatoire lors d'une transaction si je veux vendre mon appartement? Oui, bien sûr. Alors d'abord, il est déjà obligatoire lors d'une transaction, mais là, ça fait un certain nombre d'années que c'est le cas. Il est obligatoire lors d'une transaction, il est obligatoire lors d'une location. Et donc, aujourd'hui, il faut présenter, et dès le sous-seing privé, il faut présenter ce DPE. Et aujourd'hui, les hommes de loi, les notaires, les avocats, l'ensemble des personnes insistent sur cette note lorsqu'elle est F et G, et sur cette interdiction de louer, parce que, bien entendu, il ne faut pas que l'acquéreur ou le locataire signe un acte sans être pleinement au courant des conséquences de leur signature. Alors ça, c'est la fiabilité, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'opposabilité de ce DPE. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire opposable? C'est une nouveauté. Alors, c'est une certaine nouveauté. Alors, que veut dire opposable? Ça veut dire qu'il y a, je veux dire, 2 éléments dans le DPE. Il y a la prise de l'ensemble des informations permettant de déterminer la note. Et cette prise des informations, si les informations sont fausses, eh bien, on peut aller voir le diagnostiqueur pour lui dire « il me faut réparation de l'erreur que vous avez commise en réalisant le DPE ». Bien entendu, si cette information dégrade la note, ça va être plus compliqué d'aller rechercher la responsabilité du diagnostiqueur, mais si le diagnostiqueur fait que cette note est améliorée à tort, on peut rechercher la responsabilité du diagnostiqueur. Donc l'ensemble de la profession s'engage, et derrière nous avons des assurances, et pour, si jamais le diagnostiqueur ne peut pas réparer, qu'il y ait financièrement une possibilité pour réparer. En même temps, c'est normal que vous proposiez un DPE fiable et opposable, puisque vous le faites payer cher quand même. Oui, alors le terme cher, si vous voulez, on pourrait en discuter pendant un certain nombre. On pourrait en discuter. Un ordre d'idée. Pendant un certain nombre. Aujourd'hui, un DPE, il est entre 100 et 200 euros, suivant qu'il est dans un pacte de diagnostic ou pas. Alors, cher, en termes de responsabilité, ça peut nous coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Je pense que le terme est raisonnable quand même. Alors ça, c'était le DPE individuel.
mais il existe aussi un DPE collectif. Tout à fait. Alors, Alors. réalisé sur la même méthode, et donc un DPE pour l'ensemble d'un immeuble en copropriété. Et la nouveauté de la réglementation, c'est cette généralisation du DPE à l'immeuble, hein, pour toute habitation dont le permis de construire a été déposé avant 2013, il va devoir disposer d'un DPE. Et ça, à partir du 1er janvier 2024, hein, pour toutes les copropriétés de plus de 200 lots, à partir du 1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots, et à partir du 1er janvier 2026 pour toutes les propriétés de plus de 50 lots. Hein. Donc là aussi, c'est un élément important parce que toutes les copropriétés vont avoir cette unité de mesure qui est le DPE. Ensuite, il va y avoir un PPT, mais je sais qu'on va vous en parler dans quelques minutes. Et tout ça, c'est le point de départ d'une réflexion au niveau de la copropriété sur les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de ces copropriétés. Bien. Alors, une toute petite parenthèse, c'est qu'avant, avec un DPE collectif ou un DPE à l'immeuble, nous pouvions le présenter au notaire pour la réalisation d'une transaction ou d'une location. La réglementation a durci les choses. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un chauffage collectif ou des chauffages homogènes dans l'immeuble, on peut extraire, entre guillemets, un DPE au lot à partir d'un DPE collectif. Mais s'il n'y a pas ce chauffage collectif, aujourd'hui, il faut faire systématiquement un DPE individuel dans le cadre d'une transaction ou d'une location. Bien, il est temps qu'on arrête parce que vous avez le masque qui tombe. Oui, normalement, quand Voilà. je suis ici, c'est que j'ai terminé la prestation. Et là, vous n'avez plus le coup vide. Non, mais par rapport à Elle est Johnny facile, Hallyday, mais si je vous voulez. l'assume. Ouais. Elle est facile, mais je l'assume. Alors, Benjamin Audin, quand vous le souhaitez, si vous avez une fulgurance d'ordre juridique, ce qui peut arriver, vous la livrez. Une demi-seconde, c'est pas une fulgurance juridique, je ne sais pas. Ce que je veux que la salle ait parfaitement compris, je pense qu'elle l'a compris, mais je permets d'insister sur cette importance, c'est que tous les immeubles en copropriété devront, dans le calendrier qui vous a été présenté, avoir réalisé un DPE à ces dates-là. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un choix. Est-ce qu'il y a des sanctions, me demande Michel Marie? Alors, la sanction, pour le moment, elle n'est pas directe, mais elle sera indirecte sur l'interdiction de louer dont on vous a parlé. Si le locataire ne peut pas louer parce qu'il n'y a pas une performance énergétique, le DPE n'a pas été fait, que le syndicat des copropriétaires n'a pas pris en considération la nécessité de faire les travaux, ce bailleur copropriétaire va se retourner contre le syndicat des copropriétaires. Bien. C'est aussi Alors, simple que ça. je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions et je me fais votre porte-parole. Hein, donc allez-y, n'hésitez pas. Tapotez sur votre smartphone. Alors, on a vu les enjeux avec Patrick. On a vu qu'il y avait ce DPE nouvelle formule à la fois individuel et collectif. Et puis donc, on va se diriger vers le plan pluriannuel de travaux, le PPPT, le projet. Enfin bon. 3P, Donc, effectivement. ça, Michael Théron, vous allez nous en parler. Je rappelle que vous représentez le bureau d'études ACO, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'énergie et le thermique. Alors, le principe de ce PPPT, expliquez-nous. Alors, Le le PPPT, donc avec 3P, pour projet de plan pluriannuel de travaux, est une nouvelle étude qui a été introduite dans la loi climat et résilience cet été, qui a été publiée le 22 août, et qui permettra à la copropriété d'avoir une vision sur les travaux à réaliser dans les 10 prochaines années, permettant de prévoir notamment les budgets annuels. Donc ce PPPT correspond à une fusion entre le diagnostic technique global, donc le DTG que vous connaissez certainement, et le DPE collectif qui vient d'être présenté. En fait, le PPPT, donc, ce sont les deux études, une étude technique sur les pathologies du bâtiment et une étude énergétique qui est fusionnée dans le même rapport, dans la même étude. Donc nous, c'est évidemment le volet énergétique qui va nous intéresser. D'abord, qui doit réaliser ce PPPT et à quelle date ? Alors, toutes les copropriétés qui ont plus de 15 ans
vont devoir faire cette étude-là avec 3 échéances. 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots. Donc il s'agit bien de lots principaux, hein, pas les lots cave garage. Donc ça peut être des lots de logement, mais aussi s'il y a un commerce en pied d'immeuble ou des bureaux, ils sont pris en compte dans ces 200 lots. 1er janvier 2024 pour les copropriétés de 50 à 200 lots et 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots. Alors, sur le volet énergétique de ce PPPT, on s'intéresse à quoi? En fait, on va regarder justement sur les copropriétés qui sont énergivores, comment on va pouvoir les améliorer. Quels sont les travaux les plus efficients, ceux qui seront les plus rentables pour baisser les charges des copropriétaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le prix de l'énergie est en train de fortement augmenter. Et du coup, l'idée, c'est de ramener progressivement ce parc d'immeubles anciens vers la performance. Alors, on n'arrivera pas à la performance du neuf, mais de diminuer à minima par 2 la consommation de ces immeubles. Donc, ça va vraiment identifier tous les travaux techniques et énergétiques pour améliorer les immeubles en copropriété. Et donc là, il y a aussi des propositions d'échéanciers dans ces travaux, sur le projet? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne dans cette étude une vision de quels travaux faire en priorité et quels sont les autres travaux qu'on va pouvoir faire plus tard. Quels sont les travaux qui sont urgents à réaliser, quels sont ceux qui sont d'amélioration pour améliorer la partie la visuelle de la copropriété, comme par exemple une isolation par l'extérieur qui va certes améliorer la performance de façon importante, le confort aussi dans les appartements, mais également les travaux qui, s'ils ne sont pas faits, vont provoquer demain des pathologies et encore plus de déperdition. Qui réalise ce projet, ce plan pluriannuel, la loi, et à quel coût? Alors, la loi climat et résilience a précisé qu'un décret va sortir pour préciser quels sont les acteurs qui vont pouvoir, donc les prestataires qui vont pouvoir réaliser ce PPPT. Aujourd'hui, ce qui se dit, ce sont les mêmes prestataires qui vont pouvoir qui réalisent les DTG, les diagnostics techniques globaux. Et ce sont des personnes qui ont à la fois des compétences en technique du bâtiment et des compétences en thermique. Donc, c'est vraiment avoir la double compétence pour pouvoir réaliser ce type de prestation. Ensuite, au niveau donc, du prix, il faudra compter à peu près entre 80 € et 150 € par logement. Bien sûr, ce prix dépend de la taille de la copropriété. Plus la copropriété est importante, et moins ce coût sera important. On est aidé pour financer ce Alors, PPT? aujourd'hui, il n'y a pas un financement prévu pour faire cette étude-là. Néanmoins, dans le cadre de la subvention MaPrimeRénov' copropriété, une subvention qui est aujourd'hui dédiée au monde de la copropriété, la copropriété doit être accompagnée. Ça va être présenté tout à l'heure. Mais le PPPT, quand il est fait dans la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les copropriétés pour la rénovation, 30% de cette étude peut-être sera financée par le ministère, par l'État. Bien, merci beaucoup. Une question qui nous ramène au DPE, elle est posée par Cédric. Est-ce qu'un DPE est obligatoire si la copropriété a déjà fait réaliser un audit énergétique? Alors oui, avec la nouvelle loi climat et résilience, il va falloir faire un DPE. Par contre, s'il y a un DPE depuis le 1er janvier 2021 qui est en C, il n'y aura pas besoin de renouveler le DPE. Parce qu'on a oublié un tout petit élément, entre guillemets, c'est qu'il va falloir renouveler le DPE collectif tous les 10 ans à partir du moment où le précédent est en D, E, F ou G, et il faudra renouveler le PPT tous les 10 ans à partir du moment où il y a encore des travaux à réaliser. Bien, merci pour ces précisions. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez vu que je me fais votre écho. Excusez, je voulais juste préciser, j'ai oui, oublié... mais parlez dans le micro. Oui, voilà, excusez-moi. Oui. Que le fonds travaux que vous provisionnez tous les ans, les 5% des montants de charges, peut tout à fait être utilisé pour financer cette étude de projet de plan pluriannuel de travaux. Bien. Alors, on progresse très logiquement sur le chemin de cette rénovation. Et cette fois, on va s'intéresser, puisqu'on a fait le diagnostic, on a un projet, un PPPT qui a été établi, on va s'intéresser aux travaux eux-mêmes. Et là, on compte sur vous, Dominique Dameau. Donc, je rappelle que vous représentez aujourd'hui l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. Quels sont ces travaux? Quel type de travaux? Et est-ce qu'il y a une hiérarchie, un ordre à respecter?
Oui, tout à fait. Donc, en tant que conseiller accompagnateur de la rénovation énergétique, on fait prendre en compte par les copropriétaires de l'importance justement de ces priorités. D'abord, on pense à isoler l'enveloppe du bâtiment. On évite les déperditions, les apports thermiques. Donc au l'enveloppe du maximum. bâtiment, c'est quoi? La façade et le toit? L'enveloppe des bâtiments, voilà, bien sûr, c'est d'abord bien la sûr. toiture, les murs et les planchers bas qui sont sur l'extérieur, sur des locaux non chauffés. Ça, j'ai pas compris, ça, cette histoire de plancher bas sur l'extérieur. Alors les planchers bas, oui, vous pouvez avoir un appartement qui se donne sur l'extérieur carrément, parce que dessous, ben, il y a un passage, mais qui peut donner sur des caves qui sont pas non chauffées, qui peut donner sur des parkings, voilà, ou simplement un hall qui n'est pas Donc isolé. là, vous dites, article 1er, je m'intéresse à l'enveloppe du D'abord bâtiment. l'enveloppe du bâtiment. Et là, je peux avoir les gains énergétiques les plus importants. Voilà, parce que là, ça va permettre d'éviter le maximum de déperdition. Ensuite, vos besoins de chauffage, une fois que c'est isolé, sont beaucoup moindres. Et ensuite, vous allez penser à comment vous allez compenser ces déperditions avec votre système de Est-ce que dans chauffage. l'enveloppe du bâtiment, on parle aussi des menuiseries, enfin des fenêtres, quoi? Oui, tout à fait. Bien sûr, ça fait partie de l'enveloppe du bâtiment. Donc, en ce moment, on isole les murs, mais on isole, bien sûr, on remplace, si on a du simple vitrage, bien sûr, il est temps de passer en double vitrage, voire mieux. Même si ça n'est pas forcément le lieu du plus grand nombre d'énergie, d'économie d'énergie, les fenêtres, hein. Sauf erreur de ma part, on est dans 10%, c'est ça? Eh bien, c'est-à-dire, par rapport à vous voulez dire par rapport à un mur isolé ou non isolé? Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce que si je change les fenêtres, uniquement les fenêtres, qu'est-ce que ça se traduit par combien Oui, de effectivement, mais là, pourcentage le gain d'économie? va être assez faible. Si les murs continuent de ne pas être isolés, en fait, une fenêtre, la déperdition, elle est de 1,1, alors que le mur va continuer d'être à 2, voire 2,5, quoi. Donc, changer uniquement les fenêtres, c'est pas forcément Ben, une très, très bonne c'est idée. important, bien sûr, Mais ça c'est suffit important, mais ça sera bien sûr insuffisant. Deuxième axe de travail, c'est tout ce qui concerne la chaleur ou le refroidissement. de la Voilà. maison. Donc une fois qu'on a bien isolé le bâtiment, on va se demander comment on le chauffe, bien sûr. Et c'est important d'avoir mis cette ordre de priorité, parce que si votre bâtiment n'est pas isolé, vous avez une chaudière qui fait 150 kW. S'il est isolé, vous allez peut-être avoir diminué par 2, voire par 3 les besoins. Donc vous allez avoir besoin d'une chaudière beaucoup plus petite, beaucoup moins chère à l'achat, à l'entretien, et bien sûr, elle aura besoin de beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. Et là, il y a des solutions préférables à d'autres. Non. En fait, on est obligé de s'adapter au contexte de la copropriété. Ça va être très différent sur une barre d'immeuble que sur un 3 fenêtres marseillais, bien sûr. Mais pas de règle d'or en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, le gaz n'est pas recommandé, j'imagine, puisque dans ces cas-là, le DPE va pas être très bon. Donc évidemment, si vous avez une chaudière au fioul, il va être sérieusement temps de penser à la remplacer. Donc aujourd'hui, ce qu'il existe, il existe plein de solutions, hein. Il existe là, bien sûr la chaudière à gaz haute performance, mais vous avez aussi la pompe à chaleur, vous avez des systèmes des chaufferies qui peuvent utiliser de l'énergie bois aussi, alors il faut voir le contexte. Voilà, il existe l'utilisation de réseaux de chaleur. En Marseille, on est assez mal distribué. Oui, à Marseille, on n'en a pas du tout. On capte. Alors, il y en existe, mais sur Euromède. Donc, en fait, on se raccorde à un système de chauffage qui circule dans les rues, en fait, mais dont l'énergie est prise sur la mer. Donc, il y a un système comme ça. On récupère les calories, en fait, c'est comme des pompes à chaleur. On récupère les calories de la mer qui restent à une température grosso modo constante à une certaine profondeur. On récupère ces calories, on chauffe de l'eau. On a un système d'appoint qui, actuellement, sur celle de Marseille, c'est gaz. Et cette eau qui circule dans les quartiers est utilisée dans les immeubles pour pouvoir être redistribuée dans les appartements. Peut-être qu'on va se moderniser un jour. Réseau en Marseille, d'énergie. hein. Mais c'est quelque chose qui se développe. Ah oui. Ouais. Troisième, je m'attendais à ce que vous me parliez. J'ai oublié Oui. un point important, c'est le solaire, bien sûr. Ah ben voilà, Le je solaire m'attendais à ce que vous thermique. me parliez des énergies renouvelables dans ces travaux. Donc le solaire peut avoir une place intéressante. Alors, il y a la possibilité d'utiliser, bien sûr, le soleil, qui est quand même relativement bien fourni dans notre région, pour pouvoir l'utiliser comme source de chauffage. Alors, pour chauffer votre chaude sanitaire ou pour chauffer vos radiateurs, tout simplement. Bien, tout cela doit être réalisé, tous ces travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE, c'est ça? Donc, en général, c'est très intéressant dans la période actuelle de pouvoir mobiliser les aides financières. C'est un moment
vraiment où on dispose de beaucoup d'aides financières pour la rénovation énergétique. On en parlera avec... Voilà, c'est vraiment le moment de profiter de cette fenêtre de tir. Hein. Il y a des obligations, certes, mais en face, on met des moyens quand même. Et pour ça, il faut que les professionnels soient agréés RGE. Tout à fait. Donc, mais ça, c'est pour mobiliser les aides. Si vous voulez mobiliser des aides financières, le professionnel doit être systématiquement RGE, reconnu garant de l'environnement. Bien. Merci beaucoup. Question, maître. Oui, qu'est-ce que... Allez-y, si vous le... Je me permets de faire une petite parenthèse, même si c'est un domaine... Au niveau des fenêtres, les fenêtres apportent d'autres éléments que la performance énergétique. Le confort. Ils apportent le confort par rapport à une paroi froide et quelquefois le bruit. Et ce qui est intéressant avec le PPT, c'est que vous avez une réflexion globale sur la performance énergétique, mais sur d'autres éléments. Et il est extrêmement important dans une copropriété de bien mettre l'ensemble de ces éléments-là en place. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on fait un DPE au moment d'une transaction et qu'on le donne à l'acquéreur, il est important que l'acquéreur ne pense pas embellissement sans penser performance énergétique. Et dans une copro, il faut aussi penser confort parce que c'est des éléments importants. Question, lors d'une mise en copropriété d'un immeuble, faudra-t-il réaliser préalablement un DPE collectif et un PPPT en lieu et place d'un DTG ? Non, la loi continue à imposer effectivement la réalisation d'un DTG lorsque un immeuble qui avait un seul propriétaire décide de découper l'immeuble pour vendre des logements. Par contre, ce DTG pourra tout à fait servir à réaliser un PPPT pour éviter effectivement que les copropriétés payent deux fois, à la fois le DTG pour la mise en place de la copropriété et ensuite le PPPT qui sera, à partir du moment où c'est devenu une copropriété, dans l'obligation de l'avoir réalisé. C'est compliqué tout ça. Hein ? Oui, enfin, un petit peu. Dans la mesure où si le DTG n'apporte aucune information de nécessité de réaliser des travaux dans les 10 prochaines années, la copropriété est exemptée de la réalisation d'un PPPT. Pardon. Je vais partir sur un PPRP, alors j'ai perdu tout le monde, c'était réglé. S'il n'y a pas de travaux, effectivement, Voilà. cette étude est non nécessaire. Et question de Dany, les propriétaires seront-ils obligés de changer leurs fenêtres ? Il n'y a pas d'obligation de faire tel ou tel travaux. Et effectivement, cette obligation, avec cette interdiction de louer, si son appartement est dans un immeuble déperditif, dans ce cas-là, ce sont plutôt les copropriétaires bailleurs qui vont se retrouver dans l'impossibilité de mettre en location leur logement. Mais c'est pas une obligation de faire tel ou tel travaux. Oui. Petite précision quand même, le changement des ouvrants, comme ça, donc des fenêtres, c'est ce qu'on appelle depuis le Grenelle 2 de l'environnement, des travaux d'intérêt collectif. C'est-à-dire que ce sont des travaux privatifs que le syndicat des copropriétaires peut décider et imposer aux copropriétaires chez eux, à la majorité de l'article 25. Précision importante. Maître Naudin, puisque vous avez le micro, qui finance ces travaux et comment ? Alors, on va vous présenter tout à l'heure toutes les aides et subventions qui peuvent venir, mais si le syndicat décide de financer lui-même ces 10 travaux, assez classiquement, première solution, appel de fonds, je paye. Enfin, ce n'est pas la plus souhaitable parce que ça risque de faire mal tout de suite. Deuxième solution, comme on vous l'a dit, on a dressé l'ébauche tout à l'heure, vous allez avoir recours à cette merveille qu'on appelle le fonds travaux, vous savez, qui existe depuis la loi Allure de 2014, dont on a du mal à saisir le fonctionnement. Il faut savoir que ce fonds travaux, il a été profondément remanié par la loi Climat et Résilience. Je ne peux plus l'utiliser que soit pour faire le PPPT ou le DTG, soit pour faire des travaux urgents préconisés par le syndic, soit pour faire des travaux qui préviennent, alors travaux d'exécution du plan pluriannuel de travaux, s'il a été voté. On est passé de la phase projet à la phase plan. Et derrière, sur des travaux qui seraient éventuellement de la conservation de l'immeuble, prévention des atteintes aux personnes et aux biens ou d'économie d'énergie. Avant, on avait pris cette habitude de l'utiliser pour la cage d'escalier a besoin d'un coup de blanc, j'utilise le fonds travaux, ce sera plus possible. Sur sa dotation, il change aussi ce fonds travaux. Vous le saviez, la dotation minimale, c'était 5% du budget. Maintenant, ça devient 5% du budget ou 2,5% du PPT, c'est-à-dire la plus importante de ces deux sommes. Précision importante pour ceux qui étaient tentés depuis quelques années d'éviter de souscrire et de créer ce fonds travaux, ça n'était pas possible, ça l'est encore moins. Le législateur a changé le texte. Il l'a changé de quelle façon ? Bien, désormais, c'est le syndic qui crée le fonds travaux. Il est obligatoire pour tous les immeubles de plus de 10 ans. Et c'est le syndic qui fait la ponction et dote ce fonds travaux tous les ans à minima de 5% ou 2,5%. L'Assemblée générale n'est plus questionnée que sur la question de savoir si elle veut mettre un petit peu plus d'argent
que les 5% ou les 2,5%. Donc non, vous ne serez plus interrogé sur la dotation minimale du fonds de travaux. C'est automatique et c'est le syndic qui le fera. Enfin, troisième solution qui vous est ouverte et qui commence à devenir classique et que je trouve assez pratique, c'est l'emprunt collectif. Alors, un syndicat des copropriétaires peut emprunter directement de l'argent, mais c'est à une majorité compliquée parce que, par principe, le syndicat des copropriétaires, il n'a pas de patrimoine. C'est vous qui êtes propriétaire de l'immeuble. Donc, qu'a créé la pratique, et plus particulièrement la loi Warsmann de 2009, c'est un emprunt collectif. C'est-à-dire que c'est bien le syndicat qui emprunte, mais c'est chacun d'entre vous qui est débiteur du crédit. Et là encore, je pense qu'on va vous le développer un petit peu plus tout à l'heure, mais d'une manière générale, c'est ce qui est le plus pratique pour financer ce genre de travaux. Et lorsque vous avez le PPPT, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, qui devient un PPT, ça vous permet d'imaginer ces différents modes de financement et de les étaler dans le temps. Merci pour ces précisions. Appel de fonds classique, fonds de travaux dont vous nous avez dit qu'il avait considérablement évolué, ou bien emprunt collectif. Voilà les 3 modalités de financement de ces travaux de rénovation énergétique. Alors, vous l'avez dit, et on va s'y intéresser, il existe des aides, et il y en a pas mal, qui sont imaginées par le gouvernement et par les collectivités locales pour essayer de favoriser ces travaux. Et donc, Anna Benchaban, qui représente donc l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, va nous en parler. Le premier dispositif le plus connu, le plus récent aussi, c'est ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. Expliquez-nous. Alors, effectivement, donc, le gouvernement quand même a conscience que ces travaux, le financement des travaux en copropriété, c'est un peu le nerf de la guerre dans les copropriétés parce que les travaux, et en particulier les travaux de rénovation énergétique, sont des travaux qui sont réputés coûteux. Donc la plupart du temps, la recherche des copropriétés, c'est vraiment de baisser justement leur effort financier. Et ça peut se faire au travers donc des aides financières. Alors sur les aides financières, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chacune des aides propose des conditions d'attribution qui sont chacune indépendantes pour chacune des aides. Donc, si vous n'êtes pas éligible à une aide, il est possible que vous soyez éligible à une autre aide. Ça, il faut le garder à l'esprit. Toutes les aides ne répondent pas aux mêmes conditions d'attribution. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que vous avez plusieurs strates de subventions. Donc, vous allez avoir le niveau national, notamment avec MaPrimeRénov'. Vous allez avoir aussi au niveau de la région, au niveau du département et l'échelle un peu plus locale, donc au niveau de la commune. Donc, ma question n'était pas intéressante alors. Comment ? Ma question n'était pas intéressante. Je vous ai dit MaPrimeRénov'. Si, je c'est craignais très que ma question intéressante ne soit parce pas que c'est intéressante. justement. Donc, premier dispositif, MaPrimeRénov'. Voilà, on y va. Donc, MaPrimeRénov', c'est un dispositif de l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et c'est un dispositif qui rencontre beaucoup de succès. Je pense que à peu près tout le monde connaît aujourd'hui MaPrimeRénov' ici. Et MaPrimeRénov', voilà, et notamment MaPrimeRénov' CoPro, vous permet de financer les travaux de rénovation énergétique en copropriété. Donc, voilà, c'est soumis à certaines conditions, évidemment. Donc, l'atteinte d'un gain énergétique avec un accompagnement obligatoire. Mais sur l'attribution, donc, il y a cette possibilité d'avoir 25% des travaux financés et l'accompagnement financé à hauteur de 30%, ce qu'avait dit... Et ça, pour ça, il faut que les travaux que je m'apprête à réaliser permettent des économies d'énergie substantielles. Il y a des... Oui, il y a un critère, c'est-à-dire que ces travaux doivent permettre d'atteindre un gain énergétique suffisant qui est aujourd'hui 35% à minima. Donc si on touche à l'enveloppe, la plupart du temps, ça va. Mais voilà, ça suppose d'entreprendre des travaux performants. Alors, le gain énergétique, ça paraît logique qu'on vous impose un gain énergétique parce que l'idée, c'est qu'on soit sur des travaux performants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème qui peut se poser, c'est qu'on appréhende les travaux que sur l'aspect financier. Mais normalement, un projet de rénovation, en tout cas sur la rénovation énergétique, on est censé d'abord penser à des travaux performants et combien ça va me coûter après. Donc voilà, donc il y aura MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est le premier dispositif qui a eu un franc succès, sauf erreur de ma part, et qui permet, si on réalise 35% d'économie au moins, d'économie d'énergie au moins, d'être financé à hauteur jusqu'à 25% de la somme globale dépensée par la copropriété, ce qui est quand même considérable vu les sommes engagées. Ça, c'est MaPrimeRénov'. Vous avez des chiffres là-dessus ou pas sur notre territoire ? Alors, entre janvier, alors sur notre territoire bien précis, non, mais au niveau national, entre janvier et juin, MaPrimeRénov' individuel, c'est
presque 300 000 dossiers acceptés. Et pour les copropriétés, c'est 29 dossiers déposés. Et sur les 29, il y a 23 dossiers acceptés qui représentent 11 millions d'euros engagés. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des bons travaux en copro. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est cette nouvelle aide, ma prime Rénov CoPro, c'est la première fois qu'il y a une aide à l'échelle de la copropriété, et notamment la subvention est déposée sur le compte bancaire du syndicat de la copropriété, ce qui signifie qu'il n'y a pas de critère de revenu. Ces 25% qui sont financés ne dépendent pas des revenus de chacun des copropriétaires au sein de la copropriété. Et ça change tout, parce que les travaux qui sont bien collectifs, sont financés collectivement en fonction des tantièmes, sont financés à partir de ma prime Rénov CoPro. Et ma prime Rénov individuelle est cumulable avec ma prime Rénov CoPro? Alors, attention, pas pour le même type de travaux. Soit on est sur des travaux collectifs, on doit obligatoirement passer par ma prime Rénov CoPro. Si j'ai des travaux dits individuels, donc uniquement sur vos parties privatives, on va solliciter plutôt ma prime Rénov individuelle sans possibilité de solliciter ma prime Rénov CoPro, qui est vraiment une aide au syndicat. D'accord. Donc, mais si c'est cumulable, ça fait encore des aides importantes. Autre dispositif, alors on en parle souvent, mais peut-être que ça vaut le coup de le repréciser, c'est ce qu'on appelle la TVA à 5,5. Expliquez-nous. Alors oui, c'est ce qu'on appelle la TVA à taux réduit. Donc la TVA à taux réduit, donc ça vous permet d'avoir une TVA plutôt qu'elle soit à 20, soit facturée à 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Donc ça, la plupart du temps, en tout cas moi en pratique, la plupart des artisans ont connaissance de la TVA à taux réduit et la pratiquent directement. J'ai encore jamais eu de... Mettez le micro contre votre manche. A priori, la TVA à taux réduit, c'est quelque chose que les artisans connaissent bien, donc j'ai jamais eu de copropriétaire s'étant plaint qu'on ne lui ait pas facturé des travaux de rénovation énergétique à 5,5, mais en tout cas, oui, c'est une TVA qui existe. Troisième type d'accompagnement ou d'aide possible, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était très compliqué à mobiliser. On a effectivement ce type de retour de la part des particuliers, des difficultés à mobiliser l'éco-prêt. C'est quoi exactement l'éco-prêt à taux zéro? Alors, l'éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt réglementé. Donc, vous pouvez avoir un éco-prêt individuel et un éco-prêt collectif. Il vous permet en fait de financer... Parlez bien dans le micro, là. Pardon. Posez. Là, c'est mieux. Ouais. Donc, ça vous permet de solliciter un prêt, mais qui sera à taux zéro. Alors, il faut faire attention, ça reste quand même un prêt. Ce qui veut dire que la banque se garde quand même le droit d'apprécier si elle doit vous délivrer le crédit ou pas. Et puis, il y a quand même des assurances, et notamment, la plupart du temps, c'est l'assurance décès invalidité, où là, effectivement, elle est aussi facturée. Mais ça reste un prêt à taux zéro pour les travaux de rénovation énergétique. Le prêt à la copropriété auquel faisait allusion Maître Naudin, vous pouvez nous préciser comment il fonctionne et à quel point il peut être intéressant? Alors, le prêt collectif dont parlait Maître Naudin, c'est en fait effectivement c'est proposé par le syndic pour financer donc les travaux au sein d'une copropriété. Donc, les copropriétaires qui ont besoin de solliciter le prêt peuvent demander effectivement au syndic à en bénéficier. Et donc, après, c'est le syndic qui monte les dossiers, etc. Et donc, ça se fait auprès d'un établissement de crédit. Alors, évidemment, tous les établissements de crédit ne vont pas proposer du prêt collectif, mais il y en a certains. Moi, j'avais compris qu'il n'y avait que la Caisse d'épargne Île-de-France, mais c'est pas ça? Je me trompe? Oui, je crois qu'il y a le Crédit Agricole aussi qui le propose. Crédit Agricole aussi. Est-ce que je me trompe si je dis que les revenus de la perte du copropriétaire ne sont pas pris en compte, ni son âge? Non, si, ils sont pris en compte. Si? Oui. Quand vous faites un dossier copro, en fait, ce qui se passe, c'est que le syndic va poser à l'ordre du jour la question de principe de l'adhésion, même si en copropriété, les questions de principe, on n'aime pas les masses. Derrière, le syndicat des copropriétaires décidera de oui, ces travaux seront financés par le biais de l'emprunt collectif. Et derrière, dans les 2 mois de la décision, les copropriétaires qui décident d'y adhérer devront notifier par courrier recommandé leur volonté d'y adhérer. Et la banque vous demandera un certain nombre d'éléments, c'est comme ça que ça doit monter, où vous devez remplir en fonction un dossier complet qui est renvoyé au syndic et qui le transmet à la banque. Mais les revenus du copropriétaire sont pris en compte? Alors moi, je l'ai fait personnellement, je ne suis pas prescripteur, je l'ai fait pour ma propre copropriété. On m'avait quand même demandé mes encours, mes emprunts et mes revenus. Merde. Aussi. Bon,
n'importe quoi. Prêt à la copropriété, ça c'est dit. Les collectivités locales, avez-vous dit, peuvent aussi apporter leur contribution et leur accompagnement. Alors Exemple. aujourd'hui, donc j'ai parlé de plusieurs strates de subventions. Celle qui pourrait nous intéresser aujourd'hui, c'est Provence Éco-Rénov, qui est une aide du département, qui donc le département délivre une subvention uniquement aux propriétaires occupants pour les travaux de rénovation énergétique. Alors cette aide, elle nécessite pas l'atteinte d'un gain énergétique suffisant, comme les aides de l'ANA. Et donc, effectivement, les propriétaires occupants sous conditions de ressources pourront solliciter donc cette aide du département. Donc, l'aide, elle représente 25%. Donc, ça va être sur la quote-part pour les copropriétaires, plafonnée à 3 000 € avec une majoration possible sur certains secteurs sur Marseille. Bien. Donc, on a vu MaPrimeRénov', la TVA 5,5, l'éco-prêt à taux zéro, les aides du département, le prêt à la copropriété. On dit souvent que ces aides arrivent après les travaux, qu'elles arrivent un peu tard. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il existe des systèmes d'avance? Alors, les subventions sont la plupart du temps payées sur facture. Donc, effectivement, la subvention intervient toujours après travaux, sauf quelques cas spécifiques où, effectivement, il est possible, et ça, normalement, la demande d'avance ne peut être faite que pour les aides nationales. Donc, dès lors, voilà, une possibilité d'avance sur subvention. Bien, merci beaucoup. Normalement, on applaudit quand quelqu'un... Mais bon, je ne veux pas. Ils sont pas très... Alors, vous allez prendre un micro peut-être, si vous voulez bien, parce que vous êtes là, madame, pour nous parler du rôle de la métropole. On a bien vu qu'on était quand même sur un sujet assez complexe, et la métropole a décidé d'essayer de jouer le rôle un peu d'entremetteur, de guichet unique. Expliquez-nous comment. Oui, tout à fait. Donc, Parlez en posant le micro. Si je le dis à tout le monde, on perd un quart d'heure. Posez le micro sur votre menton et parlez librement. oui, mais comme il a été dit dès le début de cette séance, l'enjeu de la rénovation énergétique en copro est important. Je rappelle juste donc effectivement qu'il y a la moitié des logements qui sont sur le territoire métropolitain construits avant 1971, qu'il y a presque aussi la moitié des propriétaires occupants qui vivent dans des copropriétés. Donc du coup, l'enjeu de la copropriété et de sa rénovation énergétique est important. La métropole a souhaité mettre en place un numéro d'accueil unique d'orientation de la demande en rénovation énergétique, puisqu'effectivement, vous pouvez aisément trouver difficile les différentes aides, toutes les contraintes sur lesquelles vous êtes amené à répondre pour pouvoir bénéficier des aides financières notamment. Donc, du coup, en novembre 2020, la métropole et le département des Bouches-du-Rhône ont souhaité mettre en place Allo Rénov' Énergie, qui est donc un numéro unique où tous les particuliers sont accueillis et orientés vers les opérateurs du service public de la performance énergétique. Il y a 4 acteurs qui sont sur le territoire métropolitain. Donc, nous avons l'ALEC, métropole marseillaise. Nous avons le CPIE du Pays d'Aix. Nous avons la DIL qui répond en marque blanche à ce numéro et qui répond sur les questions financières. Et nous avons un service métropolitain sur l'ouest de l'étang de Berre. Alors on vous appelle, j'ai un projet de rénovation, on vous appelle, on dit j'ai besoin de conseils, soit pour financer, hop, ça va vers la DIL, soit d'un point de vue technique, hop, ça va vers votre voisin de droite, etc. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la majorité des demandes sont sur financier de l'ordre de 60%, et les personnes après ont besoin d'un accompagnement au projet pour près de 40% d'entre elles. J'insiste sur l'accompagnement au projet parce que ces structures existent déjà presque depuis plus de 10 ans. Elles étaient espace info-énergie, elles ont été espace conseil fer. 2022, vous entendrez France Rénov', accompagnateur Rénov', mais c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont formées, qui sont qualifiées. Est-ce que ce sont des assistants maîtres d'œuvre ? Non, on n'a pas ce rôle-là. Ils n'ont pas ce rôle d'assistant maîtrise d'œuvre ni maîtrise d'ouvrage, puisqu'ils sont vraiment accompagnateurs tout au long du projet. Mais ils n'ont pas juridiquement, c'est pas. Parce que c'est une question que j'allais poser à notre ami de l'UNIS. J'allais lui dire, le syndic n'est pas un technicien de la rénovation énergétique. Les présidents de conseils syndicaux, sauf erreur de ma part, ne le sont pas davantage. On a besoin d'être accompagnés sur ce type de démarche.
Effectivement, le syndic a un rôle de coordinateur, c'est évident. Pour autant, il n'a pas toujours la compétence sur tous les sujets. Et sur la partie financière, enfin ingénierie financière, effectivement, il y a des assistants à maîtrise d'ouvrage qui existent. Vous avez de nombreux acteurs sur le marché et qui accompagnent les copropriétés justement pour déterminer, en fait, on le sait tous, si on veut que les travaux soient votés, il faut en fait connaître le reste à charge pour chacun des copropriétaires. Si le copropriétaire sait précisément ce qu'il va payer, une fois qu'on a levé effectivement les aides au niveau de la copropriété, les aides individuelles qui sont nombreuses, mais pas évidentes non plus à aller chercher, une fois qu'on connaît le reste à charge, c'est plus simple de prendre une décision. Et c'est vrai qu'il y a des assistants à maîtrise d'ouvrage qui existent et qui sont là pour accompagner ces projets et les copropriétés. Alors, une question qui m'est posée, elle est filou, cette question. C'est est-ce qu'il faut faire le DPE avant ou après le ravalement ? En fait, le DPE a deux rôles. C'est d'abord de faire un état des lieux actuel de la copropriété, quelle est la lettre énergétique. Et le deuxième rôle, c'est de projeter la future lettre par rapport aux travaux qui vont être engagés. Donc en fait, le DPE va donner vraiment une vision de la performance énergétique future de la copropriété, notamment si une isolation par l'extérieur est réalisée. Donc les deux, on le fait avant et après, et vous enrichissez, monsieur. Voilà, diagnostiqueur heureux, s'il en est. Alors, on va terminer cet échange. J'espère qu'on vous a à peu près éclairé. Il y a un élément quand même qui est majeur. C'est pourquoi est-ce qu'on se lance dans une opération de rénovation énergétique ? Qu'est-ce qui fait qu'on y va, au fond ? Alors, je vais simplement résumer tout ça. 1, pour faire des économies d'énergie. 2, parce que la valeur patrimoniale de notre bien va y gagner. Et je crois qu'il y a une étude des notaires qui a été réalisée il y a peu qui montre qu'un logement rénové d'un point de vue énergétique se vend plus cher. Je crois qu'on est à 4% de plus qu'un logement qui n'a pas été rénové. On le fait aussi, on se lance aussi dans ces travaux pour gagner en confort d'usage, ce qui est loin d'être un détail. On le fait peut-être aussi parce qu'on est des gens responsables et qu'on veut marquer de notre empreinte positivement les temps qui courent et qui ne sont pas très agréables du point de vue climatique. Et puis, on le fait aussi si on veut louer son appartement, on ne pourra plus le faire si on n'a pas une étiquette valable. Voilà quelques-unes des motivations. Je voudrais qu'on remercie celles et ceux qui se sont livrés à cet exercice de vulgarisation important. Merci, mesdames et messieurs, pour votre contribution. Merci mille fois. La rénovation énergétique, elle passe aussi par les mobilités, je vous disais ça tout à l'heure, et elle nous amène tout simplement, ces mobilités, à envisager l'installation de bornes électriques dans les copropriétés. Et pour ça, je vais demander à Jonathan Azzo de nous rejoindre. Monsieur Azzo, installez-vous avec moi. Alors, je vais pouvoir... Installez-vous là, distanciation. Alors, bonjour. Les bornes électriques, quand on dit ça, on a l'impression d'évoquer un sujet qui n'intéresse que les autres. Sauf que, vous m'avez dit, le mouvement... Alors, d'abord, vous êtes responsable régional de Watt, qui est une société. Alors, vous m'avez dit, je suis un IRViste. IRViste. Alors, l'IRViste, il va simplement construire des IRVE, installation, recharge, véhicules électriques. Donc, votre quotidien, c'est d'installer des bornes. Donc, vous êtes légitime à mes côtés. Si on parle de ça, c'est parce que les véhicules électriques sont en explosion aujourd'hui, si j'ose dire. Alors exactement. La vente, en tout cas. Aujourd'hui, pour vous imager le parc automobile, on vient de dépasser les 300 000 véhicules, largement. 300 000 véhicules électriques. On se dirige d'ici 2024 sur une flotte automobile électrique à hauteur de 4 millions. Et on va y aller très très vite, très très fort, puisque depuis 2 mois, le véhicule électrique le plus vendu en Europe est la voiture la plus vendue en Europe est un véhicule électrique. Toute énergie à essence, tout ça, toute énergie c'est confondue. Un véhicule électrique, et c'est quoi comme véhicule ? C'est le dernier modèle Tesla. Un Tesla. Voilà, c'est un Tesla.
On peut parler de véhicules moyenne gamme. Il ne faut pas forcément avoir en tête que Tesla, c'est du très haut de gamme. On a, grâce aux aides, entre autres gouvernementales, des véhicules qui deviennent abordables, puisqu'en fait, on a un point d'équilibre qui va se dessiner en 2025, où, à équivalence, un véhicule électrique coûtera pas plus cher que son homologue en thermique. Ça, c'est dit, ça. En Ça, c'est dit. 2025, on le sait. Ça, C'est le point d'équilibre chez les constructeurs. Les constructeurs, d'ailleurs, sont en train de prendre un virage et investissent massivement. Oui, ils investissent massivement. Le but étant, bien évidemment, de devancer la deadline de 2035, où, au niveau de l'Europe, on aura interdiction de vendre du véhicule thermique. Et la quasi-totalité des grands constructeurs ont en cible 2030 pour avoir uniquement des véhicules thermiques à la vente. Donc, vous nous avez dit, et je le répète parce que c'est quand même une information importante, on ne pourra plus acheter en 2035 de véhicules thermiques, Vous ne pourrez plus. un moteur thermique. Vous ne pourrez plus. On sera peut-être passé à autre chose d'ici là. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais en tout état de cause, le thermique, vous ne pourrez plus. Alors ça, c'est la donnée, la progression du marché automobile, mais il y a aussi un volet réglementaire. Celui-ci en fait partie. La loi nous interdira d'acheter, en tout cas de fabriquer, de mettre en commercialisation des véhicules à essence. Mais la loi nous dit aussi, j'ai un droit à la prise. Ça veut dire quoi? Oui, on va un peu à l'encontre avec le développement du véhicule électrique sur les copropriétés. Est-ce que vous aviez l'habitude de voir au travers des modalités de vote sur les copropriétés, et je pense au fameux article 25, décision préalable de l'Assemblée générale pour des travaux privatifs. Aujourd'hui, le droit à la prise, c'est un droit acquis pour tout occupant, donc un locataire ou un copropriétaire, de pouvoir charger chez lui. Et donc, cet occupant va simplement informer, c'est une simple information, le syndic de la copropriété qu'il va procéder aux travaux à ses frais de la pose d'un système de recharge dans son garage ou sur sa place de parking. Ça, c'est le droit à la prise. Autre élément, c'est la décision de certaines communes de se classer en zone faible émission, ZFE. Alors, ZFE, on en entend parler à la télé pour les grandes métropoles. C'est déjà actif sur la commune de Paris. On le voit se dessiner sur les métropoles comme Lyon et autres, et bien évidemment sur la métropole de Marseille, puisque une ZFE avait été initiée en 2020. Monsieur l'adjoint, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais en 2020, et a été un peu stoppé compte tenu du contexte Covid, devrait reprendre raisonnablement sur 2022. En tout état de cause, le process il est lancé et on se dirige vraiment sur le principe d'exclure un petit peu tous les véhicules polluants de nos centres-villes. Exclure les véhicules les plus polluants du centre-ville, ça veut dire avoir une pastille, avoir quelque chose Ça peut être la prolongation des fameuses pastilles critères et autres comme on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'ordre réglementaire qui font que ce phénomène d'installation des bornes électriques est tout sauf anodin et devient une priorité? Oui, ça devient une priorité parce qu'aujourd'hui, le domaine public, c'est 48 000 bornes. On devrait être à hauteur de 100 000 bornes. Le gouvernement a mis un vrai coup d'accélérateur sur le développement véhicule électrique et on se retrouve aujourd'hui, au travers des copropriétés, à avoir de vraies subventions et des modalités de financement avec clairement des restes à charge pour les copropriétés à zéro. À zéro. Il n'y a Alors, plus de frein. on entre dans le vif du sujet, dans son volet technique en tout cas. On a bien compris les enjeux. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Est-ce que ce sont des solutions d'ordre individuel ou forcément collective? Alors, vous avez les deux sortes de solutions. La solution individuelle, c'est peut-être entre guillemets la plus simple de prime abord, puisqu'elle consiste à exercer son droit à la prise et venir s'accorder sur les parties communes. C'est le plus simple. Sur les parties communes. Je me branche sur les parties communes. Je vais chercher l'électricité où elle existe. La problématique, c'est que ça marche bien pour une borne, peut-être deux. À partir de 3, eh bien, le conseil syndical va être souvent sollicité parce que le branchement de ces bornes va faire sauter les parties communes, parce que les parties communes de la copropriété ne sont pas adaptées au départ pour de l'IRVE, et donc vous allez passer votre temps à réenclencher l'électricité dans les communs, etc., etc. Et puis, bien évidemment, qui dit captation d'électricité, dit remboursement de l'électricité captée, et donc alourdissement des charges de copropriété.
Donc ça, vous dites, oui, techniquement, c'est possible jusqu'à un certain nombre de véhicules, mais c'est franchement pas la solution la plus intelligente. C'est pas la solution pérenne, exactement. Donc on bascule sur les solutions collectives. Quelles sont ces solutions? Alors, solution collective, on va basculer sur la création d'une nouvelle arrivée électrique, un nouveau PDL, point de livraison, en partenariat bien évidemment avec Enedis, le gestionnaire réseau français. Et de là, on va créer une infrastructure IRVE qui est représentée techniquement par un câble, des tableaux divisionnaires, donc des armoires électriques, du chemin de câble éventuellement. Et puis après, les occupants qui vont souhaiter se charger prendront une borne qu'on viendra raccorder sur ce système-là et, au travers d'un abonnement, pourront utiliser de la recharge. L'avantage, c'est qu'on a offert une prestation commune qui est maîtrisée au niveau technique, qui est maîtrisée financièrement, puisque rien ne passe par le compte de charge de la copropriété, et qui va pouvoir aborder une recharge pérenne, où on fait de la gestion de puissance, où on va pouvoir augmenter la capacité d'accueil des personnes souhaitant se charger. Donc, j'appelle Enedis qui vient créer une nouvelle arrivée d'électricité en parallèle de celle de la copropriété. Et à partir de là, j'installe des bornes qui sont connectées à cette électricité. Qui le fait? C'est vous? Alors, qui c'est le nous faites, qui le par exemple? faisons, bien évidemment, suite à vote à l'Assemblée générale avec votre syndic. Les IRV s'occupent de toute la partie technique, administrative et montage du dossier. Depuis la création du point de livraison avec Enedis, on est partenaire Enedis quand on est IRViste. Donc, on a des accès privilégiés, on a des rapports privilégiés avec Enedis, ce qui nous permet d'accélérer les choses, entre guillemets, et de pouvoir maîtriser du début à la fin le process travaux et de vous accompagner du début à la fin sur ce process-là. Alors, ça veut dire qu'après, ça coûte combien d'installer ça déjà? Alors, vous avez un exemple là qui est projeté, hein, mais devis copropriété, 26 000 €. On va aller chercher la subvention à devenir, qui est la subvention du programme de l'État, 9 600 €. Elle reste à charge, comme vous pouvez le voir ici. On va le faire prendre intégralement dans ce cadre-là par la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'organisme de l'État en fait pour le développement des grands projets étatiques. Attendez, vous êtes en train de dire que ça ne coûte rien d'installer tout ça? Paradoxalement, Pays quand on parle de solutions qui coûtent... Pourquoi vous dites non? Tout simplement, ce que monsieur doit rajouter, c'est que ce style de fonctionnement, c'est un engagement. Moi, j'ai 2 sociétés que je ne citerai pas, mais sur 5 ans. Et vous êtes liés pendant 5 ans. Avec le fournisseur de bornes électriques. C'est ça? Pardon, vous m'entendez là? On vous écoute. Alors, tout simplement, effectivement, les sociétés sur le marché vous apportent une solution, je dirais, complète. C'est parfait. Mais par contre, pour l'utilisateur, c'est un engagement à 5 ans, avec un abonnement et un coût de la borne de recharge. Moi, je suis désolé, vu les variations actuelles, un engagement 5 ans, je ne prends pas. Donc, après, chacun fait comme il l'entend. Soit il passe par un électricien, mais un électricien, il vous fera, il va tirer une ligne pour 1, 2, 3, et après c'est terminé, puisque on ne peut pas tirer plus sur, comment dirais-je, sur l'alimentation électrique. On ne parle même pas effectivement de tirer sur les parties communes. D'accord, ça c'est pour les voyous. Alors la solution que vous proposez est parfaite. Mais elle vous engage comme avec un téléphone portable, vous êtes obligé de vous signer pour 24 mois. Là, c'est 5 ans. Je réponds en 2 secondes parce qu'on a tous le même modèle, les Alors, journalistes. Vous avez d'autres solutions alternatives où la copropriété va financer ses travaux comme n'importe quels travaux et les engagements sont que de 2 ans. Contrat classique que vous pouvez trouver avec d'autres prestataires que des IRVI sur les copropriétés. Aujourd'hui, il y a des engagements qui sont un peu plus longs, dès lors qu'on est sur des formulations gratuites ou de prise en charge financière, puisque derrière, il y a des minimums d'amortissement ou autres. Mais la solution classique, contrat de 2 ans, existe aussi. Monsieur. Oui, simplement, par rapport à ce projet qui ne coûte rien à la copropriété, quelle est la contrepartie, ou en d'autres termes, quel est, comment dirais-je, l'engagement que doit prendre le copropriétaire? Oui, non, mais il faut le préciser. Quel est le coût de l'énergie à ce moment-là, soit de façon au kilowattheure consommé, soit de façon forfaitaire? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, pour aller un peu dans le détail de la consommation, quand vous prenez un abonnement chez un IRVI, ça va entre 10 € et 50 € par mois,
en fonction de la bande que vous choisissez et en fonction du nombre de kilomètres de charge. 10 € par mois, ça représente 3500 km de charge annuelle. 50 € par mois, ça représente 21 000 km. Je veux juste que vous gardiez en tête que le rapport financier électrique thermique, c'est 1 à 3. Quand vous dépensez 1 en électrique, c'est comme si vous avez dépensé 3 en thermique. Voilà. Après, bien évidemment, c'est difficilement comparable le prix du kilowattheure pur, parce que au travers de ces installations, un IRViste, non seulement il vous amène l'énergie, mais il a toute la partie maintenance de l'installation, la maintenance de votre borne, et commercialement, parfois, vous arrivez même à trouver un principe de borne garantie à vie. Bien. Alors, si on veut rentrer dans le détail... Mais ne vous énervez pas, attendez. Quel est le prix de revient? Je vais vous donner un chiffre, puisque vous cherchez à avoir un chiffre. Le prix de revient du kilowattheure, sensiblement, en fonction de l'abonnement prix, c'est du 23 centimes d'euros de TTC le kilowattheure. Quand c'est du tarif réglementé, vous êtes à 18 centimes d'euros le kilowattheure pur. Bien. On a fait le tour du sujet? Je pense. Bon, on voit bien que cette question d'abonnement peut gêner certains copropriétaires. Je rassure tout le monde. Hein. Ce principe-là, il est opérant parce que l'avantage de la structure partie commune, c'est qu'elle va concerner uniquement la personne qui souhaite se recharger. Un copropriétaire, un locataire qui n'a pas de besoin, ne va pas être impacté, ni financièrement, on l'a vu au niveau de la copropriété, puisqu'on arrive à prendre à charge les infrastructures au travers des aides de l'État et de l'intervention des CDC, ni non plus à titre personnel, puisqu'on ne va pas le forcer à acheter une borne si on n'a pas besoin, hein. Ni encore moins à prendre d'abonnement. Bien, merci beaucoup. On peut applaudir monsieur qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va enchaîner, si vous voulez bien. Alors, on va un tout petit peu intervertir notre programme, puisqu'on a la chance d'avoir Patrick Amico, l'adjoint au maire en charge du logement, qui est avec nous. On va l'accueillir avec également Benjamin Audin et quelqu'un de l'UNIS, mais je ne sais pas qui doit nous rejoindre. Si vous voulez bien me rejoindre, et on va parler d'Airbnb, en tout cas de location pour saisonnière de courte durée. Patrick Amico, Benjamin Audin et Patrick. Voilà. Avec un micro. Patrick, vous pouvez prendre un micro ici. Alors, on va parler, alors vous avez vu le titre qui s'est affiché, les courts séjours sous surveillance. Et je vais vous solliciter, cette fois, j'espère que vous serez un peu plus prompt à répondre à la question qui vous est posée sur votre smartphone. Regardez la question sur Airbnb sur votre smartphone. Et donc, êtes-vous favorable à Airbnb? C'est ça la question à laquelle on aimerait que vous puissiez répondre. 4 possibilités vous sont proposées. Oui, je suis favorable. Oui, pour me loger pendant mes vacances. Non, ça crée des nuisances dans ma copropriété. Oui, si c'est limité à la location de la résidence principale. Non, je préfère Abritel. Alors, si vous acceptez de répondre à ça, ça serait peut-être pas mal et ça nous permettrait de débuter notre échange. Visiblement, oui, si c'est limité à la location de la résidence principale. Oui, pour me loger pendant mes vacances. Certains, quand même, le concèdent parce que c'est bien beau de tirer à boulet rouge sur Airbnb, mais moi, pardon, mais je passe à peu près l'essentiel de mes vacances dans des locations de ce type. Donc, à suivre. Mais vous n'êtes pas nombreux à répondre et je dis que c'est pas bien. Voilà, je le dis comme je le pense. Alors, en tout cas, on voit que c'est assez partagé. Ça crée des nuisances dans ma copropriété, c'est vrai. On va en parler de tout ça et on va voir quelles sont les décisions qui ont été prises par la mairie. Alors, peut-être un mot d'abord qui nous vienne du droit. Maître Naudin, que dit la législation sur cette affaire de court séjour? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, sur la législation locale en matière de location Airbnb, je laisserai l'élu parler puisqu'il est venu pour ça. Et moi, je me contenterai simplement de vous faire quelques brefs rappels. Moins de 120 jours par an de sa résidence principale, ça reste une utilisation conforme à l'habitation. Plus de 120 jours par an de sa résidence principale, ça tombe dans une utilisation commerciale. Et de manière répétée, le Airbnb dans une résidence secondaire, ce qui est assez fréquent à Marseille malheureusement, ça demeure une activité commerciale. Alors par rapport à ça, eh bien, effectivement, l'interaction de cette activité de Airbnb et du statut de la copropriété et de vos règlements de copropriété peut être un petit peu difficile.
La copropriété, comme on en discutait tout à l'heure, c'est un vouloir vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'arriver à faire interagir des gens qui ont un rendement locatif de Airbnb avec le règlement de copro. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien y faire? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très simplement, soit on essaie de l'interdire, en tout cas l'activité commerciale, celle qui est nuisible, on essaie de l'interdire en amont, c'est-à-dire par une étude poussée du règlement de copropriété, en regardant sa clause de destination, en regardant sa clause d'usage, en regardant en fait ce qu'on appelle en copropriété cette notion fantastique, la destination de l'immeuble, ce qui fait que vous avez acheté dans cet immeuble et ce vouloir vivre ensemble. Si c'est un immeuble d'un certain standing, qui a certaines clauses, qui répond à certaines règles de vouloir vivre ensemble, justement, eh bien, très souvent, vous vous rendrez compte que l'activité de location saisonnière de courte durée en meublé, le Airbnb, n'est pas compatible. Si maintenant c'est un immeuble d'un standing moindre peut-être, ou qui est particulièrement taisant dans son règlement de copropriété, là, s'y opposer a priori, ce sera difficile. Le réglementer a priori aussi. Je sais que certains d'entre vous ont eu, nous en discutions ce matin avec vos syndics, la volonté, par exemple, de faire insérer dans un règlement de copropriété, en assemblée générale, une clause interdisant le Airbnb. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que modifier les modalités d'usage et de jouissance des parties privatives, donc interdire la location, ça se vote qu'à l'unanimité. Donc du coup, vous pouvez toujours être tenté de le faire et de le laisser voir si quelqu'un le conteste, mais ça demeure quelque chose d'assez fragile. Par contre, la bonne réaction à avoir lorsqu'on est face à un règlement de copropriété qui est taisant ou difficile, c'est plutôt de l'appréhender sous la nuisance. Si effectivement c'est un Airbnb qui est générateur de nuisance, à ce moment-là, en vous servant des clauses de modalité d'usage des parties privatives en copropriété dans votre règlement, ou d'un autre côté de ce qu'on appelle la théorie des troubles anormaux de voisinage, vous pourrez constituer un dossier avec des attestations, avec des plaintes, avec des pétitions, avec cet ensemble de documents qui vous permettront d'agir contre le copropriétaire qui a cette activité pour saisir un juge qui sera amené à interdire ou à modérer cette activité génératrice de troubles. Voilà quelles sont les choses qu'on peut envisager du point de vue de la copropriété. Après, du point de vue du droit de l'urbanisme et du droit public, il y a d'autres points. Juste une précision. La loi autorise Airbnb. La loi ne l'interdit pas, le Airbnb. Vous me perdez, là. Non, la location saisonnière de courte durée, elle n'est pas interdite, elle est autorisée, effectivement. Maintenant, le problème, c'est la coordination entre cette activité et le droit de la copropriété. Et vous allez savoir, en fait, c'est du cas par cas. Chaque immeuble est différent, chaque immeuble a des règles différentes, un règlement différent. Et donc, cette généralisation du Airbnb, notamment au centre-ville de Marseille pour des raisons touristiques, celui qui en fait son activité de fonds de commerce, c'est pas possible. Ou en tout cas, ça doit respecter le vouloir vivre ensemble de l'immeuble dans lequel il envisage de le faire. Alors, Patrick Amico, que vous connaissez certainement, adjoint au maire en charge du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, qui a cette caractéristique de bien connaître l'univers du logement, puisqu'il a été un directeur respecté d'un organisme qui gérait un parc immobilier très important sur tout le sud de la France, le parc immobilier de la SNCF. Donc, vous êtes intéressé évidemment à cette question d'Airbnb, mais d'abord, quel était le constat? Quelle est la base de votre réflexion? Alors pourquoi effectivement on s'est intéressé de très près au Airbnb? Pourquoi tu le mets On va le prendre comme ça, voilà. Bon, un certain nombre de constats. Il n'a échappé à personne qu'il y avait sur Marseille une crise du logement familial, je dis bien du logement familial global. La production de logements à Marseille s'est effondrée depuis 2017, globalement. Le rapport qui a été publié en 2016 par l'État parlait des fameux 40 000 logements indignes. Et paradoxalement, on voyait poindre une augmentation quasi exponentielle du nombre. Alors, je ne parlerai pas de Airbnb, je parlerai de résidences meublées de tourisme pour des raisons très précises. Après, j'expliquerai lesquelles. Airbnb n'étant qu'une plateforme parmi d'autres. Donc, on voyait quand même, et on le constatait seulement, ne serait-ce qu'en se baladant en centre-ville, ce qu'on appelait les valises à roulettes du samedi matin, qui, en centre-ville, dans des zones où même d'habitat très particuliers où pouvant poser problème, se généralisaient un petit peu partout. Donc on est allé quand même plus loin et on s'est dit, après tout, ça représente quoi Airbnb, ou tout au moins les locations meublées touristes sur Marseille?
on est arrivé à des chiffres qui sont assez impressionnants. Officiellement, on a donc un dispositif d'enregistrement, de production des numéros d'enregistrement et d'enregistrement des locations meublées de tourisme sur la ville, qui a permis, depuis début 2020, globalement, d'avoir entre 2500 et 3000 logements enregistrés. Donc qui ont officiellement basculé du logement classique, le logement familial, dans le logement meublé de tourisme. 2500 à 3000, là-dedans, on a 80% de résidences secondaires. 80%. Les plateformes, lorsqu'elles nous donnent des chiffres, vont largement au-delà de ça. Elles nous disent qu'au global, si on fait un peu le bilan de tout ce qui se loue sur les plateformes en général, on est plutôt à entre 7 et 9 000 logements. 7 à 9 000 logements. Ouais. Sur Marseille, qui serait, parce que là on tape dans de l'hypothèse aussi, hélas, qui serait aujourd'hui sous le régime des logements meublés de tourisme. Et qui serait donc sorti du parc et qui serait traditionnel. Donc totalement sorti du parc de logements traditionnels et qui ne se loue pas que sur Airbnb. Airbnb, j'allais dire, est une des plateformes, c'est la plus ancienne, mais c'est à la limite, je dirais, la mieux équipée, la plus transparente, la plus agile, alors si j'ose dire la plus correcte, mais vous les retrouvez sur Le Bon Coin, vous les retrouvez sur Abritel, vous les retrouvez sur Booking, vous les retrouvez y compris sur des plateformes, on a même une plateforme chinoise aujourd'hui, Ali, qui loue du meublé de tourisme. Vous les retrouvez sur des plateformes anglaises, vous les retrouvez un petit peu partout. Et donc, quelle est la conséquence alors de cette... La conséquence de tout ça, c'est que tous ces logements qui étaient dans un dispositif normal de location de logements familiaux, et Dieu sait qu'on en manque à Marseille, sont sortis du marché. Ils sont sortis du marché, ils ne fonctionnent que via ces plateformes, sachant que certains propriétaires aujourd'hui bien identifiés de location meublée de tourisme ont plus de 45 logements en résidence secondaire. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui se sont mises en place entre globalement en 2015 et 2020. C'est-à-dire qu'on se constitue un patrimoine immobilier sur un mode de financement tout à fait nouveau qui s'appelle la plateforme Airbnb. Voilà, ou absolument. Or, qu'est-ce qui a permis, lorsqu'on regardait plus en détail, qu'est-ce qui permettait ce dispositif ? Lorsqu'on regarde toutes les villes qui ont été confrontées au problème, on prend Bordeaux, on prend Paris, on prend Strasbourg, on prend d'autres, voilà. On se rend compte qu'elles avaient toutes réagi très vite au dévoiement d'Airbnb, enfin des résidences meublées de tourisme. Puisqu'au départ, la résidence meublée de tourisme, c'était uniquement j'échange mon logement ou je loue mon logement quand je ne suis pas là. Et là, le fait que ça bascule sur autre chose, sur une activité commerciale, ça posait quand même des tas de problèmes. Ça pose le problème d'abord d'une activité en concurrence avec l'activité hôtelière. Parce que globalement, ça pique de la clientèle aux hôtels. Ça n'apporte rien, contrairement à ce qu'on croit, au commerce local. Parce que si vous voulez voir où sont les gens qui louent du meublé de tourisme, vous allez vous balader le samedi soir. J'ai un exemple simple, je suis allé plusieurs fois au Lidl de la rue Sainte. Vous verrez le nombre de clients du Lidl de la rue Sainte qui parlent le français. C'est assez impressionnant, vous n'en avez quasiment pas. Et vous retrouvez effectivement énormément de gens, d'anglais, d'allemands, pays du Nord, hollandais, etc., qui manifestement sont là pour le week-end et viennent le week-end dans le sud et vont s'approvisionner dans les hard discounters, les Lidl, Adli ou autres. Donc ça ne profite pas en réalité vraiment au commerce local. Et est-ce que ça participe d'une augmentation des prix ? Et ensuite, non seulement ça participe, ça alimente une augmentation des prix dans les locations de petites surfaces, mais aussi des prix de revente dans les petites surfaces. C'est un studio, celui-là on en parle souvent, mais en début d'année a été mis à la vente au Vallon des Offres à plus de 12 000 € du mètre carré. Ça n'avait jamais été atteint. Mais surtout, ça stérilise complètement les besoins en logement familial. Donc les autres communes qui étaient confrontées à ce problème avaient réagi très tôt. Paris avait réagi tout de suite, Bordeaux a réagi assez vite, Strasbourg a réagi tout de suite, Marseille n'avait pas réagi. Et à Marseille, on était dans une situation extrêmement particulière où n'importe qui pouvait avoir, en plus de sa résidence principale, 5 résidences secondaires, plus une durée de 6 ans pour son autorisation de changement d'usage, renouvelable. Donc autrement dit, c'était open bar. En réalité, c'était open bar. Parce qu'on savait que, globalement, même si on n'était renouvelé qu'une fois, on avait 12 ans devant soi, et qu'on pouvait parfaitement, avec sa banque, avoir un emprunt sur 12-15 ans et qu'on rentabilisait extrêmement vite
l'acquisition d'une résidence secondaire. Et on n'avait aucune obligation de compensation. Résultat des courses, des logements sortent. Ces logements ne sont pas soumis au permis de louer dans le centre-ville. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans le centre-ville. Ils ne sont pas soumis au permis de louer, donc il n'y a aucune garantie pour la personne qui loue une résidence meublée tourisme que le logement, à la limite, n'est même pas dangereux en termes électriques, par exemple, de conformité électrique. Il n'y a pas de permis de louer sur ces logements-là. Il n'y a pas de diagnostic. Alors ça, je dirais, il n'y en a pas souvent, mais il n'y a aucune vision de ce qui peut se passer dans les parties communes, puisqu'on retrouve des immeubles qui sont à plus de la moitié aujourd'hui en résidence meublée de tourisme. Donc on voit bien qu'on avait une situation qui se dégradait, plus quelques propriétaires indélicats, parce qu'il en existe à Marseille, qui avaient trouvé par là le moyen de contourner la problématique, bien sûr, de la location des baux et de tout ce qu'on voulait, parce que c'est assez facile, via un numéro d'enregistrement, d'aller louer pendant 190 jours à une personne qui n'a pas forcément des papiers ou autre, qui va payer assez cher ces 90 jours, et de la virer au bout des 90 jours pour en faire entrer une autre pendant 90 jours. Donc, marchand de sommeil qui retombait dans le dispositif, voire même situation de prostitution dans ces logements-là, qui nous sont remontés par les services de la procureure. Alors, par rapport à tout ça, quelle a été la décision qui a été prise ? La décision, pour nous, elle a été drastique, elle a été vraiment claire. Alors, ce n'est pas qu'une décision ville, puisque cette décision ville, c'est moi qui l'ai portée au niveau de la ville, et elle a été aussi votée par la métropole. Donc, je veux dire, ce n'est pas une décision politique de droite ou de gauche, c'est vraiment une décision commune que la ville de Marseille a fait prendre à la métropole là-dessus. Ça a été de dire que sur les locations meublées de tourisme, notamment à Marseille, parce que le règlement aujourd'hui s'applique à Marseille, on ne peut pas avoir plus d'une résidence secondaire en plus de sa résidence principale, première chose. Si l'on veut avoir plus que ça, il faut compenser par la création de surfaces de logement familial pour une même surface dans le même secteur. Ça veut dire que si j'ai une deuxième résidence secondaire mettons dans le 6e arrondissement, que je veux mettre en location courte durée, je suis obligé de mettre sur le marché locatif traditionnel à l'année, on va dire, la même surface au moins dans le 6e arrondissement. C'est bien ça ? Absolument. Et ça veut dire aller trouver un local industriel qu'on transforme, ça veut dire aller trouver un commerce qu'on transforme, ça veut dire aller acheter un logement en VFA dans une opération qui se construit. Par contre, ça ne veut pas dire, si j'ai 10 résidences meublées de tourisme, dire que j'en achète une 11e, mais qu'il y en a une autre dans les 10 que je retransforme en logement familial. Ça ne marche pas. D'accord. Donc c'est vraiment de la création de surface supplémentaire. Ça veut dire aussi que lorsqu'on a plus de la moitié d'un immeuble qui a basculé en résidence meublée de tourisme, c'est la totalité de l'immeuble qui doit basculer en résidence meublée de tourisme. Pour éviter justement d'avoir des dispositifs, comme on en vit souvent, d'avoir une quasi-majorité de logements meublés de tourisme dans un immeuble avec une copropriété dans laquelle les copropriétaires traditionnels s'en sortent plus parce que ce type de résidence crée aussi quand même énormément de nuisances. On a des plaintes tous les lundis matins qui remontent dans les mairies de secteur tous les lundis matins, chose qui s'est passée pendant le week-end dans les résidences meublées de tourisme. Comment est-ce que vous allez pouvoir vérifier l'application de cette décision ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement de destination d'un logement doit avoir trois éléments qui le garantissent. Le premier, c'est l'accord sur la demande de changement d'usage. Donc ça se fait par les services de la mairie, et il y a une demande de changement d'usage qui doit être faite, à partir de laquelle on va vérifier justement quel est le parc, le patrimoine et un petit peu l'engagement de la personne qui la demande dans le dispositif. La deuxième chose, c'est que pour faire ça, il faut que son règlement de copropriété le permette. Alors, ce n'est pas à nous à le vérifier, mais c'est à la copropriété aussi, à éventuellement bien regarder en amont lorsqu'il y a ce type de demande qui est faite et lorsque numéro d'enregistrement paraît, que le règlement de copro le permettait. La troisième chose, une fois que cette autorisation de changement d'usage est faite, c'est la délivrance d'un numéro d'enregistrement qui est le seul numéro qui permette de mettre son logement sur les plateformes. Ça, c'est vraiment la règle. Est-ce que vous allez avoir des équipes dédiées à la vérification ? Alors, je dirais d'abord que une des grosses différences, c'est que les autorisations ne seront données que pour 4 ans et plus pour 6.
non renouvelables. Ce qui veut dire qu'à la fin de la 4e année, il faudra redemander une autorisation de changement d'usage, on repart à zéro, qui sera redonnée pour 4 ans, éventuellement, ou qui ne sera pas redonnée pour 4 ans, en fonction de l'évolution, y compris du nombre de résidences meublées tourisme sur un même secteur. Donc effectivement, c'est un verrouillage. On le dit clairement, c'est un verrouillage aujourd'hui. C'est une chose qui va être vraiment suivie de très près. Pour le faire, nous mettons en place, parce que ces dispositifs sont applicables depuis l'été dernier, nous mettons en place dans les semaines qui viennent un service qui va être dédié à ça, qui va passer effectivement beaucoup de temps à aller suivre les numéros d'enregistrement, à aller suivre les plateformes, avec lesquelles, dans le cadre d'une charte que nous avons signée avec l'État, donc avec Emmanuel Vargon, ministre du Logement, et d'autres villes, dont Paris, nous allons avoir des communications de données permanentes avec les plateformes qui vont permettre d'avoir un suivi beaucoup plus facile et beaucoup plus informatique de ces résidences meublées de tourisme. Albert Michel de Chabannes, pour répondre à un micro. Alors évidemment, j'imagine que vous regardez cette délibération avec beaucoup d'intérêt. Comment ça se passe dans les copropriétés avec Airbnb? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Comme vous l'avez dit très justement, on utilise tous le Airbnb. Moi, le premier, je vais en vacances, et on regarde à travers ça. Mais sur notre quotidien, et Patrick pourra le confirmer en tant que syndic, on est souvent lié à des problématiques de troubles anormaux de voisinage, de vandalisme, de parties communes, détestablement salies, etc., avec des fêtes à tout va, avec des boîtes à clés qui sont mises dans les couloirs des parties communes, donc qui nuit à la destination, etc. Donc, il est vrai que pour nous, malheureusement, c'est une source de problèmes nouveaux. Quel pouvoir vous avez par rapport à ça, vous, professionnel? Le problème, c'est que nous, comme le dit justement Maître Daudin, on va se fier à notre règlement de copropriété. Mais le règlement de copropriété, il ne parle pas du Airbnb. Il parle quoi? Il parle de la destination du logement, etc. Donc ça, c'est une source d'interprétation qu'on va se faire au niveau du règlement de copropriété. Et si on va aller plus loin au niveau de la justice, Maître pourra nous le confirmer, on a des arrêts qui disent tout et son contraire. Donc on peut pas. C'est-à-dire, allez-y, confirmez ce qu'il nous dit. En fait, c'est très simple. Effectivement, la plupart des règlements de copropriété sont assez anciens. Dans les règlements de copropriété assez anciens, de temps en temps, on trouvera des clauses qui réglementent la location. Ou, mieux que ça, qui réglementent, voire interdisent la location en meublé, de chambres. C'est des clauses que vous retrouverez à peu près tous. La difficulté, ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ce qui est 80% des cas, il n'y a rien. S'il n'y a rien, il faut saisir le juge, parce qu'avant même de tomber sur cette activité-là, et je vous parle a priori, pas si elle est génératrice de nuisances, eh bien, il faudra saisir le juge pour que le juge, conformément à l'analyse que j'en aurai, que votre syndic en aura, confirme qu'effectivement, l'activité de Airbnb, elle n'est pas, de location saisonnière de courte durée, elle n'est pas compatible avec le règlement de copropriété. Ce que disait M. de Chabannes est vrai, c'est que vous avez des jurisprudences qui sont quand même favorables au syndicat des copropriétaires, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, un immeuble mixte professionnel habitation, un copropriétaire exerçait une activité de Airbnb classique, moins de 120 jours par an, mais il n'en demeure pas moins qu'elle était un petit peu nuisible parce qu'elle se répétait dans le temps. Et qu'a fait la Cour de cassation, elle a considéré que cette activité n'était pas conforme au règlement de copro, parce que le règlement de copro prévoyait une clause dans laquelle le bailleur devait informer le syndic de l'identité de son locataire dans les 15 jours de la location, ce qui n'était manifestement pas compatible avec une location de courte durée. Donc je vous donne cet exemple parce que c'est le meilleur des exemples, c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment faire un cas par cas. C'est très difficile d'avoir une règle précise. Il y a autant d'immeubles que de règlements de copropriété. Michel m'envoie une question. La liste des logements de tourisme déclarés est-elle consultable? Elle est consultable. Ce n'est pas la ville qui peut donner la liste des logements. Nous, les logements que nous connaissons, c'est les logements pour lesquels nous avons délivré soit des autorisations de changement d'usage, soit des numéros d'enregistrement, ou les deux. Nous n'avons pas, nous, hélas d'ailleurs, une liste complètement à jour de la totalité des résidences meublées de tourisme. Donc elles ne sont pas consultables et ce n'est pas une donnée qu'on peut nous donner comme ça.
Patrick, on ne vous a pas entendu. Vous avez quelque chose à ajouter ou pas sur cette question? Non? Ça m'étonne, vous qui êtes si bavard. Si. Non, c'est vrai que tout a été dit. On a de vraies difficultés sur les copropriétés pour que Airbnb puisse composer avec un logement classique. Aujourd'hui, effectivement, Airbnb doit trouver sa place. Je pense que la destination des copropriétés, c'est une notion importante sur le sujet, et je pense que les magistrats y sont sensibles. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une multiplication des actions judiciaires avec le sujet de Airbnb. Voilà. Donc des frais et tout ce qui en découle. Je pense que la jurisprudence, de toute façon, va se stabiliser et donnera une ligne directrice, en tout cas, qui nous permettra de mieux gérer peut-être cette problématique. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que si on est sur du Airbnb à des fins commerciales, c'est compliqué à gérer avec les notions de tranquillité, de bon voisinage. On a une idée du nombre d'investisseurs sur Marseille qui ont créé des modèles comme ça assez importants avec des quantités de logements mis en Airbnb. Du nombre, non, parce que le diable est dans les détails. Un certain nombre de propriétaires qui, effectivement, avaient déjà pas mal de logements ont trouvé aussi la parade des SCI. Parce qu'en montant des SCI, ça permet aussi d'être beaucoup moins lisible et beaucoup moins visible sur ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Mais comme je dis, on a quand même quelques propriétaires qu'on connaît bien, qui dépassent largement les 40-45 résidences secondaires en Airbnb. Alors, on a bien noté tout ça. Moi, je trouve qu'on est peut-être excessif en disant c'est l'enfer, parce qu'il y a quand même des locataires Airbnb normaux. Vous détruisez tout, vous, quand vous allez en vacances sur Airbnb. Vous avez peut-être un peu le profil. Vous avez raison, mais c'est un fait nouveau. Et donc, on doit composer, nous, syndic, avec ce phénomène nouveau. Mais voilà, comme le dit Patrick, il va falloir une jurisprudence constante à ce sujet, parce que... De la location de courte durée, de week-end, sur Marseille notamment. Et là, on est vraiment dans de la location qui, normalement, devrait être de la location strictement hôtelière, location hôtelière qui, certes, coûte beaucoup plus cher, mais qui, en même temps, est aussi suivie, qui permet d'éviter des incivilités, etc., etc. Donc, c'est vraiment un dispositif qui a complètement dérapé aujourd'hui et qui, aujourd'hui, se positionne clairement en location hôtelière. Bien. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment. Vous savez que l'UNIS accueille à bras ouverts les élus de la ville, quelle que soit leur couleur politique ou de la métropole. Donc vous jouez à domicile. À chaque fois que l'UNIS vous proposera une invitation, vous savez que vous êtes chez vous. Merci beaucoup, avec Patrick plaisir, Amico. Merci. Merci beaucoup. Alors, on m'a posé une question, mais je ne la comprends pas bien, donc c'est pour ça que j'ai du mal. Quelles sont les obligations réglementaires concernant les diagnostics et la protection du locataire? Quelles sont les obligations réglementaires concernant les diagnostics et la protection du locataire? Je vois où la question veut en venir. Vous avez, en tant que propriétaire, l'obligation de délivrer à votre locataire un logement décent. Et dans la décence, depuis la loi énergie de 2019, et ça a été renforcé par la loi climat, le critère de consommation d'énergie, donc de ne pas louer un bien énergivore, est entré en considération. Ce qui fait que lorsque je suis propriétaire bailleur, copropriétaire bailleur, et que je vais mettre en location mon bien, à partir donc des calendriers qu'on vous a donnés, 2025, 2028, 2034, je ne pourrai plus louer ces logements énergivores parce que ces logements ne seront pas décents. Donc en termes de protection de mon locataire, j'ai l'obligation de rendre mon logement non indécent, la formulation est un peu maladroite, mais c'est ce que décent. Cela veut dire. Désolé. Et pour cela, je dois d'abord passer par les fameux DPE et toutes les préconisations d'économie d'énergie. Avec pour précision, parce qu'on l'a un petit peu oublié, qu'à compter de 2023, vous ne pourrez plus augmenter les loyers de ces passoires thermiques déjà. Donc c'est la première étape et elle est demain. Donc il faut vraiment prendre en considération ces différents éléments. Bien, merci beaucoup. On va, puisque vous êtes ici, tout de suite enchaîner, et sans autre forme que celle-ci, avec les brefs de la copropriété. Je précise que la remise des prix, les 3 fois 500 €, se fera ici même et non pas au stand de l'UNIS. Alors, bref de la copropriété. Voilà, tiens, pourquoi pas.
avec nos 3 amis qui sont à mes côtés. On va parler d'abord de la mise à jour précisément de ce règlement de copropriété que nous dit la loi, Albert Michel de Chabannes. Alors, on avait déjà la loi Elan du 23 novembre 2018 qui avait imposé une mise en conformité des règlements de copropriété. Le vote de cette mise en conformité devait intervenir avant le 24 novembre 2021. Sauf qu'aujourd'hui, je serais curieux de savoir dans la salle qui a voté la mise en conformité du règlement. Ah, il y en a bravo, 2 bons élèves là-bas. Bravo. C'est très bien, bravo. Du coup, période de confinement, Covid oblige. Je pense qu'il y a eu une demande, un décalage jusqu'en décembre 2023, justement, pour mettre en conformité ces règlements. D'un point de vue juridique, offrez-nous notre regard. Alors, rapidement, la loi Elan a posé la définition légale et juridique de 3 notions. L'eau transitoire, partie commune spéciale, partie commune à jouissance privative. Je vais rapide. L'eau transitoire, la plupart d'entre vous, ça ne vous intéresse pas, donc je ne rentre pas dans le détail. Partie commune spéciale, c'est les copropriétés complexes composées de plusieurs bâtiments, A, B, C, qui sont censés appartenir aux copropriétaires du bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Et les parties communes à jouissance privative, ce sont ces jardins et ces toits-terrasses, dont la jouissance est affectée à un lot. Pourquoi la loi Elan a décidé de faire ça? Parce qu'il n'y avait pas de définition légale, et pendant des années, la jurisprudence oscillait, et il y avait beaucoup de conflits et de contentieux à cause de ça. Donc, elle dit, moi, je définis ces 3 choses. Par contre, j'impose au règlement de copropriété de se mettre en conformité avec ma nouvelle définition, qui n'avait pas grand-chose de nouveau, soit dit en passant, elle s'est juste contentée de la poser, mais je demande au règlement de se mettre en conformité avec mon contenu. Et ça, avant comme l'a dit M. Chabannes, avant le 24 novembre 2021, donc hier. Sauf que, Covid obligeant, vous avez ce qu'on appelle le groupement d'études et de recherche en copropriété, puis d'autres penseurs de la copropriété qui ont dit, attendez, il faudrait décaler ce calendrier d'au moins 3 ans. Par rapport à ce décalage, vous avez une loi, un projet de loi plus exactement, qui est la loi 4D, devenue 3DS, parce qu'on aime beaucoup changer les acronymes de loi avant de les voter, c'est toujours très pratique pour nous, qui, dans ses travaux préparatoires, dit en substance, dans ceux qui ont été déjà retenus par le Sénat, on va décaler ce calendrier jusqu'au 24 novembre 2024, donc 3 ans aujourd'hui, et au surplus, si vous ne le faites pas, le droit qui est considéré ne disparaîtra pas forcément. Donc à partir de là, est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas le faire? Non, pas du tout. Déjà, on est toujours dans cette période où il y a une incertitude, puisque ce texte de loi n'a pas été voté, il est censé être voté en début d'année prochaine. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les études de vos règlements de copropriété, et finalement, vous vous rendrez compte que la mise en conformité Elan, celle qui est préconisée par la loi Elan, elle n'est pas aussi importante, elle n'a pas autant d'impact que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que, justement, ces études qu'a fait le Greco, vous les trouverez sur Internet, groupement d'études et de recherche, études 12, études 13, vous donne exactement le guidane de ce qui doit être fait. Et dans ce guidane, vous vous rendrez compte que ça ne touche pas tant de copropriété que ça, ou pas tant d'impact sur la copropriété que ça. Donc faire une étude, un audit, oui. Modifier le règlement à tout prix dans l'urgence, là, aujourd'hui, pas forcément. C'est noté. Deuxième brève de la CoPro, elle concerne la tenue des assemblées générales dans la période post-Covid, si tant est qu'on soit dans le post-Covid, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir, Albert? Alors, on a 4 choses à retenir. Bon, vous les connaissez par cœur maintenant, puisque c'est notre quotidien. Donc, la première chose, c'est le vote par correspondance qui a vu le jour. On a la participation en visio, mais ça, on y reviendra après, parce que un Google Meet ne vaut pas forcément une AG légale, parce que vous le savez qu'il faut le faire voter en amont. Ce principe de pouvoir tenir une assemblée générale en visio. Donc, moi, le premier, les petits immeubles, je fais des AG en Google Meet sans pour avoir pour Google autant... Meet, Teams, Zoom ou autre d'ailleurs. Tout autre support, mais pas Airbnb. Ouais. Du coup, non, il y a Maître Nodin qui reviendra sur cette notion-là. Ensuite, il y a eu un assouplissement au niveau des majorités de vote, on l'a vu en Assemblée générale, et aussi, dernier point, l'augmentation du nombre de pouvoirs, qui est passé à 15% et qui était limité avant à 5%. Voilà.
Bien. Alors, moi, j'avais juste une question. Est-ce que demain, on pourra, par exemple, dans une copropriété de 10, 15, 20 lots, voir un copropriétaire dire « Attendez, moi, je ne peux pas être là le jour de l'AG. Est-ce que je pourrais me connecter avec vous en Teams, par exemple ?» Est-ce que ça sera jouable ou pas? Alors, Teams, non. La visioconférence, elle a été créée par la loi Elan. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la période Covid. Elle a été pensée, ça vient de nos amis canadiens qui ont toujours de grandes idées, pour permettre une participation hors présence physique. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est un décret de mai 2019 qui en fixe les conditions et malheureusement qui a fait qu'on n'a pas pu l'utiliser pleinement à cause de la crise Covid. Pourquoi? Parce que c'est l'Assemblée générale qui va décider du moyen mis à la disposition des copropriétaires pour participer en visioconférence. Et c'est le syndicat des copropriétaires qui en assume le coût. Ce qui est important sur ce système, qui peut être de l'audio, de la visio, peu importe, c'est qu'il doit garantir l'identité de la personne qui est en face. Or, le Teams ou toutes ces autres choses-là ne permettent pas de garantir cette identité. Au-delà de ça, il faut même avoir recours à certains systèmes qui permettent, avec certitude, de relever les incidents de connexion. Pourquoi ? Parce qu'au moment où la liaison saute, vous n'êtes plus présent. C'est comme si vous aviez quitté l'Assemblée générale et que vous étiez sorti. Et donc, vous êtes considéré comme défaillant au vote de la question pendant laquelle vous étiez figé, vous savez, sur l'écran. Ça a toute son importance parce que le fait de ne pas participer au vote, ça vous permet d'en contester le contenu. Si je n'arrive pas à retracer précisément les incidents de connexion, et Dieu sait qu'il y en a, on l'a vu aujourd'hui, eh bien malheureusement, je ne pourrai pas contester parce que si je n'émets pas le son de ma voix, on va considérer que je ne suis pas opposant au vote. Donc, utiliser Pourtant, un système... qui ne dit mot consent. Oui, ben, ça ne marche pas comme ça en copropriété. Bon, c'est quand même un peu sclérosant. Donc, franchement, en 2021, ne pas pouvoir dire « Attendez, je ne suis pas là, acceptez-moi comme ça ». Il y a des décisions en entreprise importantes qui sont prises en Teams, en Zoom, on ne se pose pas toutes ces questions. Imaginez le bonheur que nous avons à tenir une assemblée générale en présentiel avec du vote par correspondance d'un côté et des personnes en visio de l'autre. Véritable bonheur. Je vous mets au défi. Mais c'est pour justifier vos honoraires mirifiques. Bon, donc ça, c'est pas si simple que ça. Il faut l'autorisation en amont, il faut des systèmes sécurisés, etc., etc. C'est pas demain la veille que je pourrai assister en visio à une AG. Troisième sujet, la fiche synthétique du contrat de syndic. Kesako. Alors justement, pour pouvoir comparer les prestations entre syndics, donc le législateur, par un arrêté du 30 juillet 2021, donc, a décidé donc, d'imposer aux syndics, c'est à effet du 1er janvier 2022, donc c'est demain, donc impose aux syndics en fait, de joindre à chaque mandat de syndic une fiche synthétique en fait, qui tient sur 2 pages et qui expose clairement une manière donc, synthétique. Voilà. C'est un résumé de son mandat, c'est ça? Effectivement, la loi Allure a mis en place, vous le savez tous, un contrat type. Donc chaque syndic, pour sa prestation, certes les honoraires restent libres, mais en tout cas le contenu des contrats, le contenu est identique pour tout le monde. Il rajoute cette obligation donc, de fiche synthétique qui permet aux copropriétaires d'assurer en fait une comparaison des prestations et des tarifs beaucoup plus aisée qu'aujourd'hui. Maître Naudin, qu'est-ce qui se passe si le syndic ne réalise pas cette fiche synthétique? C'est un document obligatoire. Sa concurrence pourra être écartée ou annulée. Et la DGCCRF, vous savez, la direction de la quoi déjà, la concurrence, la consommation. Merci. Et... Le mot me manquait. J'ai tellement l'habitude de l'acronyme que le nom développé, je ne l'ai plus. Pourra infliger au syndic qui ne remplit pas cette obligation une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. 15 000 € d'amende. Alors, je trouve que c'est de l'abétisation. Maintenant, ça n'engage que moi. Vous aviez déjà le contrat de syndic. Cette fiche, si vous la regardez, prenez 5 secondes chez vous demain. Vous verrez qu'en fait, c'est la même chose que le contrat. On a juste enlevé quelques clauses. Donc, on va vous donner le même document en résumé. Comme si les gens n'étaient pas capables de lire un contrat de syndic qui est déjà un contrat imposé, une forme dont on ne peut pas dévier, qui est imposé par un décret. Donc je ne comprends pas très bien l'utilité de ce texte. Il l'avait vendu à l'origine comme un texte qui aurait permis au syndic de vous vendre des prestations annexes, c'est-à-dire d'autres choses que le métier de syndic, l'assistance maîtrise d'ouvrage, comme on parlait, s'ils en ont les compétences. Et à Paris, dans les discussions et les forums, on avait déjà entendu parler de dog-sitting, enfin, il y avait eu de grandes idées. Et puis finalement, on a reçu ça en se disant, bon, ben, encore quelque chose qui ne sert strictement à rien, qui vous rassurera peut-être, mais enfin, en soi...
pour avoir vu le document, je ne le trouve pas particulièrement utile. Ça n'engage que moi. Bien, ça c'est dit. Dernière brève, la délégation de pouvoir au conseil syndical. Délégation de pouvoir au conseil syndical, Patrick. Tout à fait. C'est un dispositif de la loi Elan, en fait, qui vise tout simplement à faciliter les prises de décision sur les copros. On sait tous que souvent attendre une année, l'Assemblée générale, donc pour prendre certaines décisions, c'est long. On a besoin de plus de réactivité pour décider plus vite et donc appliquer ces décisions. Et donc a été mis en place donc une délégation de pouvoir au conseil syndical. Il faut quand même que le conseil ait 3 membres. Et ça permet donc, sur des sujets qui normalement sont des délibérations, par exemple de l'article 24, de donner ce pouvoir au conseil syndical et de concert avec le syndic, donc de travailler en dehors de l'Assemblée générale pour avancer plus vite sur certaines décisions. Quelles sont les décisions qui peuvent être prises et quelle est la responsabilité à ce moment-là du conseil syndical? Alors, le conseil syndical, composé, comme l'a très justement dit M. Durand, de 3 membres, il faut au minimum être 3, pour recevoir délégation pour un exercice pouvant aller jusqu'à 2 ans, de prendre tout ou partie des décisions qui relèvent de l'article 24. Donc c'est toute la vie courante de la copropriété, exception faite de l'approbation des comptes, de l'approbation du budget prévisionnel, c'est un peu logique, et de la mise en harmonie des règlements de copropriété. Fallait-il y voir quelque chose? Je ne sais pas. Quel est le risque? Eh bien, comme on aime à le dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Lorsque vous recevrez cette délégation de pouvoir, si vous voulez la prendre, il faut savoir que vous devez être assuré individuellement et que vous serez responsable de ses conséquences. Donc on ne peut pas partir bille en tête en disant « je vais repeindre tout l'immeuble en violet parce que je l'ai décidé ». C'est pas possible. Ou alors accepter d'en prendre la conséquence à sa charge. Bien, écoutez, c'est une clarté absolue. C'était la dernière brève et c'était la dernière information qu'on avait à livrer dans le cadre de cet après-midi. Vous voulez parler? Eh bien, alors on va vous donner un micro. Les copropriétaires qui font partie du conseil syndical, est-ce qu'il y a une somme plafond? Oui, ça a été, il y a une double somme, parce que vous pouvez recevoir, je me permets, vous pouvez recevoir délégation de prendre des décisions qui sont déjà prévues dans le budget, généralement l'entretien courant. Donc vous aurez une ligne dans le budget de la copropriété, donc le budget va augmenter du montant de ça. Et ensuite, quand c'est relatif à des décisions hors budget, vous allez recevoir une somme maximale dont vous pouvez jouir librement. Voilà, enfin librement. Librement, le mot n'est pas juste, parce que voilà. Puis derrière, vous avez quand même le décret et ordonnances qui sont venus spécifier cette délégation de pouvoir, qui ont quand même expliqué qu'il fallait qu'il y ait un PV de vos réunions, convoqué par le syndic, que vos votes soient recensés, que le dit PV soit enregistré en marge du registre des procès-verbaux des assemblées générales. Donc vous n'êtes pas totalement libre et on commence déjà à mettre la main mise sur le conseil syndical pour le contrôler, pour éviter les débordements. De toute façon, avant, il fallait prendre en assemblée générale, mais c'était pour l'année, donc la décision. Mais c'était illégal. Je ne suis pas censé le dire, c'était illégal. La chance qu'ont les syndics, c'est que ça a été légalisé finalement. Ouais. Parce qu'on dit qu'on doit consulter les membres du conseil syndical ou bien l'assemblée générale pour une somme à dépenser de temps. Donc ça fait à peu près la même chose. En fait, ce que disait très justement M. Durand quand on en parlait avant de monter sur scène, c'est que cette nouvelle disposition n'a fait que légaliser quelque chose qui existait déjà dans la pratique, au moins marseillaise. Voilà. Au moins marseillais. Bien, après, on arrête là. Hein. Allez-y. Monsieur Ahmed Dodel, lorsque vous avez parlé tout à l'heure du quartier de Noailles, au quartier de Noailles, aujourd'hui, il y a un permis de louer. Tout à fait. De la ville de Marseille. Donc, oui. Si vous voulez louer un Airbnb, vous pouvez le faire sans avoir de permis. Le Airbnb n'est pas soumis au permis de louer. Donc, c'est pour ça que le quartier, tant le quartier de la mairie, le 2e arrondissement, que le quartier très centre, Noailles et ainsi de suite, qui ont à l'origine des appartements peu chers, eh ben, c'est la ruée vers l'or. Peu cher en 2 mots. Hein. Oui. Peu cher. Donc oui, ça a été un problème. Je ne vous mens pas, toutes les semaines, j'avais des investisseurs qui viennent de notre belle capitale qui venaient me voir en me disant « Maître, j'ai une grande idée, je vais acheter dans les quartiers un petit peu pauvres marseillais pour investir. Qu'en pensez-vous » Ben là, peu cher, ça ne va pas être possible. Hein. Et voilà, la réponse est trouvée. Bien, on va arrêter là, on va faire notre...